Salut tout le monde. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Leduc, député solidaire dans Hochelaga Maisonneuve. On va parler de son parcours politique et du projet de loi 51. Je vous souhaite un bon épisode. On se voit bientôt. Bye bye. Mais comme, tu sais, comment tu te sentais à l'Assemblée nationale? Comme si c'est une expérience en soi? C'est la première fois que tu vivais ça ou tu l'avais déjà vécu avant? Moi, j'étais candidat la première fois en 2012, OK. après 2014. J'ai perdu 2 fois avant de gagner en 2018. OK, c'est ça, c'est 2010, ça, seulement Ouais. 2018? 2018, première élection, puis réélu en 22, là, il y a 2 ans. 22. Bonne question. Tu sais, quand j'étais à la recherche, notamment, je devais préparer les mémoires pour le président de la FTQ, Ouais. qui s'est souvent invité dans des commissions sur toutes sortes d'affaires. Fait que j'avais accompagné à 2 ou 3 reprises le président de la FTQ en commission parlementaire. J'étais assis à côté de lui, tu sais, puis OK. je parlais pas, tu sais, Ah, j'étais ouais. juste le conseiller, puis des fois, il y avait une question plus près dessus, puis là, j'ai un OK. petit papier, mais ce bout-là, ça m'avait fasciné, ça Ah, m'avait ouais, intéressé, c'est ça. tu sais. Puis j'ai fait à la base des études en histoire, puis c'est plus vers la fin, donc avec quand je corrigeais des travaux de prof d'histoire, que je suis devenu syndiqué, je me suis impliqué dans mon syndicat des auxiliaires d'enseignement et de recherche, qu'on appelle. C'est là que le milieu syndical m'a vraiment attiré, intéressé. OK. J'ai fait des formations, la FPC toujours. Puis il y a un certificat à l'UQAM qui s'appelle le certificat en droit social et du travail. OK. Fait que c'est pas un gros bac en droit patente, là, c'est un certificat. Là, OK. tu peux l'étaler sur Ouais, une couple d'années. c'est- C'est ce que j'ai fait. Dans le fond, à temps partiel, je prenais un cours code du travail, un cours normes du travail, SST. Il y avait aussi du droit du logement, droit... Puis pourquoi tu t'es pitché, mettons? Ben parce que là, t'es rendu là dans ma vie, je constatais que devenir prof d'histoire, ça allait être extrêmement compliqué, puis tu allais être précaire pendant 15 ans, ce qui m'intéressait pas trop. Mais le milieu syndical m'attirait beaucoup, beaucoup. Puis j'avais comme un parcours militant, j'avais été dans des assos étudiantes et compagnie. OK. Mais je sentais que pour devenir un conseiller syndical, il me fallait quand même une petite base de notions Ouais. techniques, là, tu sais, juridiques. Mais l'histoire, est-ce que c'est... Tu sais, comme quand tu vas à l'université pour tu apprends l'histoire, est-ce que c'est l'histoire... Tu sais, tu rattaché un peu au... Il y a c'est tout, là. vague, Le département d'histoire d'université, il y a tout. Là. De l'Antiquité, Europe moderne, Amérique, Québec, OK, Canada. c'est ça. Moi, j'avais fait mon mémoire sur le mouvement étudiant des années 60 OK. et sa relation avec le mouvement syndical. OK. Dans le cadre de la Révolution tranquille. Tu sais, parce qu'à ce moment-là, j'étais très impliqué dans le mouvement étudiant, tu sais, qui n'est pas un syndicat, mais qui a un mode d'organisation un peu syndical, des assemblées générales, et compagnie, un exécutif. Tu sais. C'est le même pattern que même culture, mettons. Il n'y a pas de convention OK. collective, mais c'est un peu la même culture militante. Puis c'est ça, je m'intéressais beaucoup à ce créneau-là. Puis c'est ça, le mouvement syndical, c'était pas loin. J'avais lu quand même pas mal là-dessus, sur l'histoire syndicale. OK. J'ai syndiqué le musée où je travaillais aussi, c'est vrai. J'étais guide. T'as syndiqué le musée où tu Ouais. travaillais? Ah ouais? J'étais guide au musée Stewart, qui est fermé malheureusement maintenant, qui était sur l'île Sainte-Hélène, au pied du pont Jacques-Cartier. C'est un musée d'histoire. OK. J'avais été une espèce de petit soldat qui faisait des démonstrations, puis guide après. OK. Puis on avait syndiqué la place, là. Fait que syndiquer les travailleurs. Dessiner les cartes, là, OK, fait que c'est pas. C'est inné en toi, là, en fait, cette partie-là. finalement, il y avait là. un petit fond quand même, ce qui est surprenant parce que d'aucun côté de ma famille, là, mon père est travailleur, mais j'ai jamais été intéressé par un syndicat non syndiqué, ma mère non plus. OK. Mon grand-père était un petit propriétaire d'un barbershop dans un petit village, un peu conservateur. Fait que, je sais pas ça sort d'où, là, ce côté-là. Ça vient, tu sais, comme je pense que tu disais au niveau un petit peu la culture. La culture, de qu'est-ce qui s'est passé, l'évolution, je pense, de la civilisation aussi, de comment que ça se passe au Québec. Je pense qu'il y a eu des mouvements, mais premièrement, tu sais, pour commencer le tout, je voulais premièrement te remercier de participer. C'est pas toujours qu'on rencontre soit un politicien ou quelqu'un qui s'implique dans ce monde-là. Donc, pour ceux qui nous écoutent, en fait, je vais juste te permettre de te présenter. Je sais qu'on vient d'en parler un petit peu, on vient de parler un peu de ton enfance, de où tu viens, mais tu sais, comme partons de zéro, puis évoluons à travers les années, puis je pense que ça va nous amener où je pense qu'on va vouloir aller là. Ouais, exact. Fait que je m'appelle Alexandre Leduc, je suis député de Hochelaga Maisonneuve à l'Assemblée nationale depuis 2018, réélu pour un deuxième mandat en 2022. J'ai grandi sur la rive sud de Montréal, à Saint-Hubert, petit gars de la banlieue. Longueuil, hein, c'est ça? Ouais, juste en dessous, c'est ça, fusionné maintenant. Un autre débat, c'est les fusions. Mais j'ai étudié à l'université, notamment à l'UQAM, beaucoup en histoire, après ça en droit du travail. Je me suis impliqué énormément dans le milieu syndical. J'ai syndiqué mon milieu de travail, comme on disait à l'instant, le musée Stewart, qui est malheureusement fermé aujourd'hui. Après ça, pendant mes études universitaires,
dans les universités, il y a des gens qui font des corrections de travaux ou de recherche ou ils font des ateliers dans les classes. Puis sont des travailleurs, donc, tu sais, c'est pas des jobs à temps plein, là, c'est des temps partiels, une couple d'heures par session, mais c'est des travailleurs pareils. Puis ils sont syndiqués avec l'AFPC, l'Alliance de la fonction publique du Canada, même si on n'est pas du tout des fonctionnaires fédéraux. Là. Tu sais bien que les noms de syndicats, maintenant, c'est très... c'est historique, mettons, ça témoigne de l'histoire du syndicat. Mais bref, ça pour dire que je me suis impliqué à fond la caisse là-dedans, sur l'exécutif, les négos, la mob, etc. Tout en étant impliqué aussi dans le musée où j'avais syndiqué la place, négocié la première convention collective. Fait que, tu sais, ça, c'est comme mi-vingtaine, mettons, expérience soudaine et très intense du syndicalisme, ce qui m'a fait un peu bifurquer vers ce domaine-là, parce que sinon, en théorie, moi, je faisais de l'histoire parce que je voulais enseigner l'histoire, au cégep notamment. Puis là, les postes étaient assez rares, c'était dur, il fallait s'exiler dans des régions plus éloignées, ce qui, moi, personnellement, m'intéressait un peu moins. Puis il fallait être probablement précaire pendant 15-20 ans, ça aussi, ça me tentait un peu moins. Mais je savais que dans le milieu syndical, il y a quand même beaucoup de renouvellement. Les boomers commençaient à prendre leur retraite. Ça recrutait quand même pas mal. Puis il y avait un certificat bien intéressant à l'UQAM en droit social et du travail. Je me suis pitché là-dedans. Je l'ai étalé sur quelques années. Pendant que je travaillais déjà dans le milieu syndical c'est ça, exact. comme recruteur. Je faisais signer des cartes, aller à domicile chez les gens. Bonjour, on fait une campagne pour le centre de recherche de Sainte-Justine, mettons. L'hôpital Sainte-Justine. Je dis, OK, ben oui, ben, on signe ici, puis on a 2 piastres, puis on monte le master. De base, oui, c'est clair. J'avais été très impliqué dans le mouvement étudiant à la base. Ça, c'est beaucoup parce que je viens d'une famille qu'on peut appeler de classe ouvrière. Là, mes parents étaient allés à l'université, ni au cégep, DEP des deux bords. Je suis le premier, donc ce qu'on appelle première génération d'enfants qui étaient à l'université, aucun des deux parents. Puis à l'UQAM, on était, je pense, 40 des gens qui allaient à l'UQAM. C'est la plus grosse proportion dans une université québécoise de gens qui sont des premières générations qu'on appelle. Qui viennent, est-ce que c'est à cause du mouvement Baby Boomer? C'est à cause de ça, le 40%? Il y a comme une réputation qui s'est faite à l'UQAM de cette espèce de porte d'entrée. Tu sais, des fois, les gens qui ont des parents de classe sociale plus élevée, ils ont peut-être ils ont été à l'UDM, ils ont été à McGill, ils ont été à l'Université Laval, c'est peut-être une très bonne université aussi, mais l'UQAM a toujours cultivé un peu cet aspect-là plus accessible, exact, métro, etc. Fait que c'est là que je suis allé assez naturellement. Puis voilà, je me suis piché dans le syndicalisme à bras ouverts. Ouais, je suis tombé dans le recrutement au début. Après ça, après 2-3 ans, j'ai eu un contrat pour faire, toujours à la FPC, du service, les griefs, la formation, des suivis. Je suivais plus les syndicats qui étaient à McGill, syndicat de travailleurs d'école bleue, col blanc à McGill. Il y avait d'ailleurs une grève à me donner. J'étais très impliqué dans cette grève-là comme conseiller syndical, en quelque sorte. Puis par la suite, il y a eu un poste qui s'était ouvert à la FTQ directement, au département de la recherche. C'est un tout petit département, 3 personnes, qui servent essentiellement à, dans le fond, de développer un peu une pensée politique de la FTQ, puis surtout répondre à des demandes de présence dans les commissions parlementaires. Il y a toutes sortes de projets de loi qui sont déposés qui touchent des fois directement le droit du travail, c'est sûr que la FTQ est intéressée, mais des fois des thèmes plus larges, mettons, même les tarifs d'électricité, la FTQ a des choses à dire là-dessus. Dans le département de la recherche, on montait un mémoire, évidemment souvent en partenariat avec des syndicats plus directement impliqués dans ce domaine-là. J'ai fait ça 3 ans, département de la recherche. J'ai bien aimé ça. J'ai été appelé à aller accompagner le président dans la commission parlementaire, à écrire moi-même le mémoire, c'est ça, exact. L'accompagner. C'est drôle parce qu'au moment où on se parle, il vient juste d'avoir un dépôt de projet de loi pour réformer le droit du travail des pompiers policiers. Comme un petit code, un petit régime du travail un peu particulier. Puis j'avais travaillé exactement sur ce sujet-là à mon début à la FTQ en 2016-17 sur le gouvernement Couillard. Fait que là, je comme un espèce de retour de balancier où je vais retravailler sur des articles qui avaient été traités. Ça ramène des bons souvenirs. Ouais, c'est ça, c'est drôle. Fait que, donc FTQ pendant 3 ans. Après ça, j'ai eu un congé de parental presque 1 an parce que j'ai une petite fille qui est née en 2017. Puis à ce moment-là, j'avais déjà fait 2 campagnes électorales. Je m'étais déjà présenté en 2012 puis en 2014 pour Québec solidaire dans Hochelaga-Maisonneuve où j'habitais depuis quelques années. Mon Dieu, j'avais eu 28 ans pendant ma première campagne électorale de 2012. Déjà, tu t'es lancé quand même assez jeune dans ce milieu-là. Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même un milieu plus âgé, le milieu politique? C'est sûr, la moyenne d'âge est extrêmement élevée. C'est plus 55-60. Fait que t'étais quand même... T'étais quand même motivé pour un jeune homme d'embarquer là-dedans? Oui, je te dirais qu'à Québec solidaire, la moyenne d'âge est plus jeune des candidatures, quand même, pour toutes sortes de raisons. Culture peut-être différente? Il y a ça. Il y a des idées aussi qu'on défend, peut-être qui sont un peu plus porteurs pour les jeunes, l'environnement, etc., etc. Mais ça a été une expérience quand même importante parce qu'à ce moment-là, j'avais été sur différents exécutifs dans ma vie, des syndicats, des associations étudiantes, etc. Fait que j'avais
développé, sans trop de prétention, un certain leadership. Je pense que c'était pas pire pour motiver des équipes puis monter des plans de campagne. Mais là, de mettre ta face sur un poteau, Non, c'est une autre étape. C'est un autre game. C'est un autre game. C'est une autre étape parce qu'il n'y en a pas juste une face. Hein. Il y en a 150. Puis il y a les moustaches, puis les fameuses lunettes. Les entrevues. Puis ça, c'était un autre domaine. Mais ça avait bien été. Puis j'avais mobilisé des gens que je connaissais du parti dans lequel je suis impliqué, à Québec solidaire, des gens que j'avais connus à l'UQAM dans le milieu étudiant, milieu syndical. Fait que, tu sais, ça faisait une bonne gang. Puis on avait osé la surprise. Hochelaga Maisonneuve, c'était un château fort péquiste depuis Louis Arel, depuis les années 70. Puis là, première élection, je m'essaye en 2012, on avait fait, 25 OK. Là, il y avait comme, pour la première fois, un vrai concurrent dans la circonscription. Fait que là, ça jouait du coude. Oui. Fait que là, c'était un minoritaire, là, en 2012. C'était Pauline Marois, minoritaire. Fait que tout le monde savait qu'il y aurait une autre élection maximum 2 ans plus tard, ce qui est arrivé, là, 18 mois. 2014, c'était sûr que je me représentais. Là, ça a été tellement serré. Je pense qu'il me manquait 1000 voix. Ce qui n'est pas beaucoup là, dans une élection générale. D'habitude, on dit qu'en 1000 voix et moins, là, c'est serré. Là. Ça aurait pu virer d'un bord ou de l'autre, mais bon, j'ai perdu. Puis, fait que là, j'ai dû réfléchir un peu parce que 2018, c'était loin. C'était 4 ans quand même. Ça passe vite, tu l'as dit, des 4 ans. Non, c'est ça. Surtout dans ce monde-là, je veux dire, c'est comme non-stop, ça n'arrête jamais. Faut tu te lèves, tu repars, puis let's go, c'est pas des journées de... Ouais. Pas un punch, puis tu sors. Là, t'es bénévole, t'es pas payé quand tu fais ton implication politique, aussi, évidemment. Là, j'avais quand même un employeur, autant la FPC que la FTQ, qui sont des syndicats qui promeuvent l'implication des travailleurs en politique. Fait que j'ai pas été payé pour militer par les syndicats, ce serait d'ailleurs illégal, mais il y avait évidemment une ouverture qui disait, ben oui, vas-y, à tel congrès. Non, c'est ça, exact. Il n'y avait pas de malaise, en tout cas, de mes employeurs pour que je fasse ça, ce qui n'est pas le cas de tous les employeurs. Des fois, il y a des employeurs qui ne veulent rien savoir, que tu sois impliqué publiquement en politique. Tout ça pour dire que 2018 est arrivé assez vite, puis là, j'étais toujours motivé pour y aller une 3e fois. Puis là, il y a eu la petite vague orange de 18 avec les 10 camarades qui sont arrivés. Mm-hmm. J'étais comme un peu le syndicaliste de la gang. Il y avait Ruba Gazal qui avait touché un peu à ça, mais de l'autre bord, elle était cadre, en fait, dans une usine. Fait elle connaissait le droit du travail un peu, mais du côté patronal. Exact. Fait que moi, j'ai tout de suite eu la responsabilité du travail, de l'emploi, de toutes sortes d'autres dossiers aussi, mais celui-là, c'était comme un peu entendu que j'allais être le porte-parole travail pour QS. Puis en même temps, tout ton passé, donc les recherches que tu avais faites, ton implication dans les syndicats, tout, ça t'avait permis d'accumuler quand même beaucoup d'expérience sur qu'est-ce qui se passe là, comment que ça fonctionne de cette façon-là. Tu as certainement suivi des gens qui avaient quand même beaucoup d'expérience. Tu as eu des genres de mentors, sûrement, qui t'ont amené à accumuler cette expérience-là pour le mettre en action, justement, quand tu as commencé à te présenter, je crois. Tout à fait, parce que, dans le fond, autant mon expérience militante, même mouvement étudiant, mais aussi surtout mouvement syndical, puis aussi le certificat en droit du travail, on avait étudié comment ça fonctionne, la machine à saucisse d'un projet de loi. OK. On avait eu à écrire un projet de loi dans notre cours de droit du travail. Fait que je le savais, il faut que tu le déposes d'abord au Salon Bleu. Il faut que tu convoques une commission parlementaire. Fait que tout ça, je le savais. Je n'étais pas comme étranger, mais c'est sûr qu'il y avait plein de petites affaires que tu apprends sur il y a personne qui sait toutes, là. Ça, je suis d'accord, mais déjà que tu savais comme la coquille de comme, OK, moi, je me présente, mais je sais qu'au niveau du droit du travail, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Puis j'ose croire que ça a été quand même un mouvement que tu t'es appuyé dessus pour... C'est clair. Pour avancer, là. Quand il y a un projet de loi, puis il y en avait eu mon Dieu, c'était quoi le premier qu'on a traité? Je pense que c'était sur l'équité salariale, parce que le gouvernement avait perdu, l'ancien gouvernement avait perdu un jugement de la Cour. Puis des fois, la Cour oblige le gouvernement à modifier la loi quand il juge qu'elle est anticonstitutionnelle ou contre la Charte. Puis là, vu qu'il y avait en plus eu des élections, le gouvernement n'avait pas le choix de déposer rapidement, un projet de loi pour répondre à un ancien jugement. OK. Fait que le chop-chop, l'équité salariale, moi, j'avais un parcours syndical, mais j'avais pas touché à ça, l'équité salariale. C'est quand même un domaine assez pointu du droit du travail. Fait que, OK, là, j'appelle les anciens collègues, la FTQ, les autres centrales aussi, prends contact avec la CSN. Moi, je viens de la FTQ, fait qu'il n'y a pas tant de contact que ça. La CSN, fait que là, tout de suite, tu crées ton réseau dans le milieu communautaire aussi. Mettons, il y a l'UTAM qui fait le droit du travail, il y a des professeurs en droit du travail. Fait que j'en connaissais quelques-unes de l'UQAM, mais pas nécessairement celles des autres. Fait que, il y avait comme tout un réseau à bâtir. Dans le milieu du travail, non? Exact. Parce que là, on parle un peu d'FTQ. Fait que tu étais beaucoup impliqué dans le milieu un peu plus construction, mais les autres milieux, tu n'étais pas nécessairement
n'avais pas nécessairement les contacts, j'ose croire. Oui, bien, il faut les construire. C'est Après ça, il faut les exact, entretenir, ouais. puis ça se fait assez bien, tu sais. Puis même, à la limite, j'ai pas couru après personne. La plupart des syndicats, quand ils ont vu qu'il y avait des projets qui déposaient, puis qu'enfin, il y avait un syndicaliste en C'est ça, place, exact. ben, le numéro de téléphone s'est partagé assez vite, ouais. puis j'ai reçu des coups de téléphone, puis la collaboration est super, super le fun. Puis moi, ça m'aide tellement parce que, pour vrai, tu sais, on a toujours tellement de choses en même temps. Tu as la circo, tu as des plans de circo, tu as 50, tu as 3-4 dossiers à l'Assemblée. Fait que quand il y a des organisations syndicales, communautaires, des professeurs qui ont une pensée déjà comme bien pointue, bien attachée, Un plan, là, tu qui sais. te nourrissent, puis tu es d'accord avec eux, Ouais, évidemment. oui, évidemment. Mais C'est ça. tabarnouche, ça va mieux, là. Ouais, c'est ça. Qui ont Puis, déjà un plan que ouais. tu peux faire comme, OK, ben, je t'appuie, puis votre plan est bon, tu sais, je vais. Puis il y en a même je vais des fois qui nous embarquer. soumettent directement des amendements. Alors, OK. on a une revendication, on a 10 revendications, puis sur la revendication numéro 6, on vous propose cet amendement-là. Moi, je le lis, puis je vois que si est bien écrit Il y a dans de le sens du l'allure, monde. là, Puis tu sais, ouais. chop, chop, là, on le dépose, puis on débat avec ça. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qui nous aide beaucoup dans notre travail de député. Parce qu'on a quand même un recherchiste avec nous, tu sais, qui est embauché par l'aile parlementaire de Québec solidaire. Yes. Puis tout. Lui, d'ailleurs, mon collègue, c'est Guillaume Boivin, je le salue. C'est un avocat de formation qui connaît bien le droit du travail aussi. Mais lui-même, il avait, mettons, jamais touché à ça, l'équité salariale, lui non plus. C'est ça. Fait que là, il fallait qu'on se nourrisse. Fait que tu fais des préparations, tu rencontres la déléguée équité salariale des centrales, puis tu lis le mémoire, puis tu prépares tes arguments au ministre, parce que une fois que tu arrives dans ce qu'on appelle l'étude détaillée, c'est une fois que tu as fait le dépôt de projet de loi est fait, il y a eu les présentations des mémoires des différents organismes, mais là, la vraie job, là, après, c'est l'étude détaillée, où article par article du projet de loi, tu le débats, tu l'amendes, puis tu votes pour ou contre. Ça peut être très long, parce que si c'est un gros projet de loi, tu n'as pas le choix de traverser chacun des articles. Avec l'opposition? Avec l'opposition, les oppositions, Les puis le oppositions. gouvernement. C'est OK. essentiellement un dialogue avec le ministre à tour de rôle. Tu sais, je ne pose pas de questions à l'opposition officielle. Tout le monde pose ses questions au ministre. Exact. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Puis dépendamment de l'importance que chaque parti met sur le projet, ça peut être très long ou très court. L'équité salariale, ça n'avait pas été si long que ça. Ça fait durer genre 2 semaines d'études détaillées. OK. Mais mettons, un de mes, je pense, gros faits d'armes depuis mon élection, c'est l'adoption du projet de loi sur la santé et sécurité, le projet de loi 59, autour de 2021. Monstrueuse réforme de la santé et sécurité, des tonnes de recul sur bien des aspects, puis il y avait quelque chose comme 400 articles. C'était quand même un gros projet de loi. Puis j'étais tout seul parce que le PQ était aux abonnés absents, puis les libéraux étaient là, mais pour eux, c'était pas important. OK. Fait qu'ils parlaient à peu près jamais. Puis moi, j'ai mené comme une bataille de tranchées sur à peu près les 400 articles du projet de loi. Écoute, ça s'est étiré sur 6 mois. Puis c'est vous qui avez fait le projet de loi? C'est vous qui avez fait tous les articles? C'est-à-dire, c'était le projet de loi du gouvernement, OK. du ministre, mais moi, j'ai fait la bataille sur chacun. Chacun des points. Mais Comme ça. Exact. ça, J'avais ça, des ça. arguments. Des arguments, OK. C'est un autre exemple. J'aurais jamais pu faire ça sans être nourri par les syndicats, exact. les groupes OK, je communautaires, comprends. les groupes de femmes qui me disaient, là, cet article-là, là, sa modification, là, Ça a pas ça va d'allure, scraper tel, ouais. tel. Voici telle statistique, voici tel cas qu'on a eu à vivre. Puis là, moi, je recevais... il y avait tellement d'articles, puis je salue les gens du communautaire et des centrales qui faisaient le suivi serré de ces commissions-là parce que ils m'envoyaient des petites fiches le soir d'avant. On regardait l'horaire pour le lendemain. OK, demain, on traite là, probablement l'article 15, 20 puis 27. Puis, OK, ça, c'est une grosse bataille, mais voici une petite Les fiche. contre-arguments. Exact. OK. Puis, une suggestion d'amendement. Fait que moi, je m'imprimais ça avant de partir du bureau à 6-7 heures. Je soupais en regardant ça, en lisant ça pour pouvoir savoir... Pour avoir l'air de savoir ce que je disais le lendemain. Je ne veux pas dire que tu connaissais pas ton sujet, mais d'une certaine façon, tu relayais un peu l'information ou les contre-arguments des associations avec lesquelles tu travaillais, en guillemets. Là. Par définition, là, un député, là, peu importe le sujet, ça demeurera toujours un généraliste. Il ne peut pas être un recherchiste et un penseur. Et, à un moment donné, tout le monde a son rôle, là, j'ose croire. Là. Mais un bon député, il va bien s'entourer, il va surtout avoir des bons contacts. Puis il va être capable de bien le communiquer. Exact. Okay. Mais les groupes, ils aiment ça aussi. Là. Ouais, les syndicats, tout à coup, ils ont un champion qui... il pitch l'info, puis oui, il va se battre. Là, ça fait pas de moi une marionnette. Des fois, je me faisais critiquer par le ministre. Ben là, vous êtes la marionnette des syndicales. Puis honnêtement, des fois, je recevais des affaires, je suis comme, ouais, là... Vous poussez un peu les camarades. Cette fiche-là, je vais peut-être la laisser passer, tu sais. Parce que c'est toujours bien un libre arbitre. C'est toujours toi aussi qui est là et qui parle. Mais la plupart du temps, j'étais d'accord avec son contenu. À Québec solidaire, on est à gauche, puis ces organisations-là sont à gauche. Même chose que le ministre, des fois, il sortait des lignes que je savais que c'était la position de la Fédération des chambres de commerce puis du Conseil du patronat. Tu l'avais déjà lu, là. Ben oui, il n'y a pas de grosse surprise.
Lui, il a le rôle social d'essayer d'être l'arbitre entre tout ce beau monde-là. Ça penche toujours un peu plus d'un C'est bord ça. que de l'autre, mais voilà. C'est ça, mais ça, on sait pourquoi certaines fois. Ah oui, mais c'est Puis, normal, c'est des idéologies. C'est puis ça. C'est ça. Mais tu sais, il y a les financements aussi. Je pense que où que le monde ont leur pied, qui a les opinions, etc. J'ose croire. Là, tu sais, ça se joue toujours C'est dans ce sûr. milieu-là. Là, Puis tu sais. Jean Boulet, le ministre du Travail, c'est un ancien avocat patronal. Lui, c'était ça sa job, Ok, c'était sa ouais. pratique, puis il défendait les patrons dans les conflits de travail. Puis c'est pas un mal en soi, c'est juste, moi, je suis de l'autre bord de la clôture. Non, mais c'est ça, exact. Mais ça faisait des échanges, pour vrai, intellectuels fascinants. Puis le ministre, il était bon joueur, parce qu'il y en a des ministres que j'ai connus sur d'autres dossiers. Tu sais, une des pires, c'est Geneviève Guilbeault. Elle, quand t'es tannée, là, elle t'écoute juste plus, puis elle check son cellulaire pendant que tu blablates. Là. Puis des fois, comme quand t'as fini de poser ta question, elle fait juste t'ignorer. Là. Pour moi, c'est un manque de respect. Total. Mais c'est sûr et certain que l'ouverture et l'écoute devrait faire partie d'une règle standard, là, je pense, Oui. dans le milieu dans ce fameux monde politique-là, là, tu sais, j'ose croire. Là, tu sais, si on veut débattre, il faut que l'interlocuteur t'écoute et plus. Tout à fait. Puis, par contre, à la défense, mettons, des ministres, des fois, c'est que les députés d'opposition, on n'a pas bien de pouvoir dans l'absolu. On peut faire des points de presse, des lettres ouvertes. Ouais, exact. Un des seuls véritables pouvoirs qui peut vraiment gosser un gouvernement puis un ministre, c'est ce qu'on appelle en anglais le filibustering, ou en bon français, du stallage. De faire ralentir les choses, Je t'explique. Le projet de loi, comme je te dis, il faut traiter tous les articles. On n'a pas le choix à l'étude détaillée. OK. Quand on est en un article, il y a des règles dans le règlement de l'Assemblée. Tu as 20 minutes de temps de parole par article. Puis là, j'ai vu là, dans les vidéos, il switch, puis il switch, puis Exact. il switch. Puis il y a quelqu'un qui minute. Là. Il y a un fonctionnaire de l'Assemblée qui minute le nombre de minutes que tu parles. Puis bon. Quand tu déposes un amendement, tu as un nouveau 20 minutes. OK. Puis si, mettons, mon amendement est battu, je peux déposer un deuxième amendement. J'ai un nouveau 20 minutes. Est-ce qu'il y a une limite pour le nombre d'amendements que tu peux déposer? Non, il n'y a pas de limite. Fait que tu peux passer 18 heures dans l'Assemblée. Mais tu sais que finalement, d'une certaine façon, peut-être que ça ne donne absolument rien. Exact. Moi, je m'en cache pas. Moi, j'ai fait ça à 2 reprises sur ce projet de loi-là seulement. J'ai jamais stallé sur aucun projet de loi. J'ai posé des questions, j'ai débattu, mais comme dans le staller pour staller, j'ai fait ça 2 fois dans ce projet de loi-là. Une fois en particulier, parce que quand c'était tellement monstrueux, sa réforme, puis là, j'essayais de négocier avec lui un peu comme une convention collective ou un grief. Quasiment. Je dis, regarde, Jean, ça n'a pas d'allure, il faut que tu recules. Tu sais. Puis il y avait un article en particulier qui, moi, m'horripilait quand je pense que j'ai encore des sueurs froides, sur la santé auditive. C'est une des plus grosses dépenses à la CNSST, les appareils. OK. Puis là, les patrons, ils voulaient couper, parce que c'est eux qui financent la SST là, avec les cotisations. Les travailleurs qui ne cotisent pas. C'est bien comme ça. Mais là, c'était comme la cible. Puis là, il fallait couper. Fait qu'il avait inventé, de toutes pièces, un règlement qui disait que si tu n'avais pas une perte auditive de la même exacte décibel dans les 2 oreilles, tu n'étais pas admissible. Tu étais rayé. Fait que si tu avais perdu 1,5 à gauche, puis 1,25 à droite, out. Pas genre, on va réviser ton dossier ou out. Inadmissibilité. C'était ça le titre de... Moi, je trouvais que c'était une horreur. C'était basé sur absolument aucune science. J'avais parlé à des chercheurs, des médecins, qui disaient ça n'a pas rapport. C'est en plus un déni de notre travail. Puis en plus, la plupart du temps, quand tu es dans une shop ou dans un environnement de travail, le bruit n'est pas nécessairement exactement dans ta face. Là, exact. Ça se peut que ta machine qui va te rendre sourd un peu, elle soit à ta gauche. C'est comme pas étonnant que tu n'aies pas la même... Fait que c'était visiblement une game grossière pour couper, tu sais. Fait que ils ont visé... Ils se sont... Puis en même temps, je veux pas mettre de mots dans la bouche de personne et d'intention sur personne, mais des fois, c'est ça qu'on se demande. C'est comme, OK, pourquoi ça? Oui, lui, il ne dira jamais, le ministre, que c'est pour couper. Je sais qu'il ne le dira pas, mais on le sait. Mais en même temps, c'est comme, est-ce que... c'est parce que moi, j'essaie toujours de me projeter. Ouais. On parle des négos qui s'en venaient. On en parlait un peu tantôt. Les négos, tu sais, comme, OK, mais qui décide sur quoi couper, comment, pourquoi? T'sais? Puis là, c'est comme, OK, mais ça, pourquoi? Puis, mais tu peux pas à cause que ça. Puis là, tu parles on parle de l'Assemblée. Fait que là, toi, quand tu vas à l'Assemblée, tu contre-argumentes parce que là, tu as des contre-arguments à qu'est-ce que lui a fait. Mais moi, ma question,
puis je suis sûr que plein de monde se pose la même question. Tu sais, comme quand toi, tu vas là, puis tu contre-argumentes, est-ce que ça donne quelque chose? Ben, justement, pour finir l'histoire de la santé auditive, c'est exactement ça. J'avais essayé de l'argumenter sur le fond. Monsieur le ministre n'a pas d'accord, ça par rapport à sa part. Il m'avait écouté, on avait eu un échange, puis là, il avait dit je suis pas d'accord avec vous, monsieur le député. Fait que là, Mais pas de raison. ben, c'est motif un peu jambon vague, en bon français. Fait que là, moi, j'ai eu un choix à faire. Soit je laisse passer ça, puis je perds la bataille, puis des centaines de gens au Québec auront plus accès. Ben, il va falloir qu'ils payent de leur poche. Des travailleurs qui vont être blessés, puis ça, j'étais pas capable de vivre avec ça. Je peux pas croire que pas ma gouverne, mais que j'aurais comme laissé ça passer. Fait que j'ai parlé avec mon recherchiste, puis j'ai dit, garde, attache ta tuque, Guillaume, parce que Ça va passer. la semaine prochaine, on n'avancera pas sur aucun article. OK, fait que là, t'as stallé. Là, à ce moment-là, quand il m'a refusé, ce qui me semblait une évidence, puis qu'il y avait pas là, j'ai dit, OK, là, je suis pas content. Là. Puis là, attache ta tuque. Puis là, j'ai inventé des amendements. En veux-tu, en v'là? Ouais, c'est ça. Des questions. Puis en bon français, si tu veux me faire chier, moi te faire chier. C'est un peu exactement, ça. exactement. Puis mon objectif, c'était de bloquer la commission pendant une semaine, que là, il y a un petit wake-up call, puis qu'ils viennent me voir, puis qu'ils viennent négocier. Puis c'est exactement ça qui est arrivé pendant 3 jours. Puis là, tu sais, il faut se mettre dans l'ambiance. Là, moi, en théorie, on est 3 partis. PQ n'était jamais là. Il y a un libéral, puis lui, il s'en fout. Il faisait autre chose. Il checkait ses courriels. C'est correct. Je ne juge pas, puis c'est ses priorités. Mais, fait que là, moi, je suis tout seul. Tu sais, les libéraux, en théorie, comme opposition officielle, ils ont 3 sièges. Fait qu'ils peuvent... Quand les libéraux veulent faire ça, ils peuvent se passer à la porte. S'impliquer, puis ils peuvent... Ouais. Moi, je suis tout seul. On avait un seul siège comme deuxième opposition. Fait que quand je décide de staller, c'est moi tout seul contre le ministre. Puis on siège environ entre 5 et 7 heures par jour en commission parlementaire. Fait que c'est longtemps quand tu décides de staller. 5 à 7 heures par jour pendant 3 jours. Tout le monde sont obligés de rester là. Il y a des députés d'opposition du gouvernement, il y a du staff, il y a des sous-ministres. Il y a personne qui chiale, il y a personne qui... Oui, tout le monde est en tabac. Mais d'une certaine façon, si tu veux faire valoir ton point c'est mon seul quelqu'un qui veut rien savoir, tu n'as pas le choix. Puis ça a été long et ça a été pénible. Je sortais de ces journées-là complètement épuisé. Là, c'est ça. Mais à la 3e journée, quand c'était le jeudi, on siège 3 jours, le mardi, mercredi, jeudi. Ouais, Alex. Il est venu voir le ministre, il dit là, c'est quoi, là, tu veux pas qu'on avance? En effet, Jean, t'as bien compris. Puis tu sais ce qu'il faut faire. Il dit je sais. C'est le truc sur les oreilles. C'est ça, Jean. Tu me dis qu'on enlève ça, puis on repart la semaine prochaine. Je te reviens. Puis l'après-midi, il m'appelait, puis c'est beau. J'ai recule. Puis lui, il a un choix à faire parce que, comme ministre, il est toujours en genre de... Un ministre est toujours un peu en compétition avec les autres ministres. Tout le monde a des projets de loi. Ça, il veut se faire élire aussi, là? Puis, ouais, mais c'est plus dans la bulle parce qu'il ne peut pas y avoir plus que 5 commissions parlementaires en même temps. OK. Fait que toi, ton projet de loi, s'il bloque, là, mais il y en a 3 autres ministres en arrière qui aimeraient ça d'avoir du temps de glace pour faire leur projet de loi à eux. OK, c'est juste 5 projets de loi en même temps? C'est-à-dire que tu peux déposer 150 projets de loi si tu veux, mais dans la machine à saucisses... C'est 5 en même temps. C'est 5 en même temps. OK. 5 commissions parlementaires. Fait que s'il y en a un qui est, admettons, accepté ou whatever, il y en a un autre qui peut rentrer. Exact, c'est ça. Okay. Il y a comme 5 patinoires, mettons. Là, OK. Fait que là, lui, si sa machine, elle stall, il y a 3 autres ministres en arrière qui... Ouais. Fait que là, le leader du gouvernement, il va peut-être dire, là, coudonc, Jean, ton projet de loi, il avance pas. M'a tassé, tu sais, il m'a mettre un autre... Fait que là, lui, le ministre, il est toujours en train de dire... Faut qu'il deal avec ça. Fait que toi, le stallage, tu te dis, c'est une façon que lui, il va avoir plus de pression en haut, qu'il y a du monde qui vont dire, hey, ah ouais, là, comme ça, il faut qu'on rentre. Puis ce qui m'aidait à faire ça, c'était que je savais qu'il y avait une mobilisation. Tu sais, les groupes communautaires syndicaux, ils faisaient des manifs, des occupes. Il est venu camper devant le Parlement. Fait que les médias se sont impliqués. Fait que ça t'a aidé. Exact. Ça donne un peu de légitimité aussi à cette stratégie-là. Fait que comme je te dis, c'est pas une procédure que j'aime. Ça a été dur de le faire. Mais je suis fier parce que j'ai gagné, tabarnouche. Puis là, aujourd'hui, les gens qui peuvent avoir des appareils, c'est parce que j'ai fait cette bataille-là. Moi, personnellement, avec mon collègue de la recherche, là, qui me donnait des idées d'amendements... plus poussé, là, plus étonnante, on va dire, tu sais. Puis quand je te disais que Jean est un bon joueur parce que il aurait pu juste s'asseoir dans sa chaise puis dire vas-y, parle. Mais il savait que tu faisais. Oui, mais il échangeait pareil parce que je posais pas des questions niaiseuses. Je posais des questions pour vrai, mais visiblement dans un objectif de staller. Mais il échangeait avec moi. Puis... Mais, tu sais, d'une certaine façon, tu sais, question peut-être stupide, là. Tu sais, comme, est-ce que le ministre, d'une certaine façon, pousse un agenda en sachant, lui, dans sa tête, c'est comme, OK, comme, on va s'entendre, là. Même lui, il sait que ça n'a comme pas d'allure, mais il pousse un agenda qui est peut-être pas le sien.
sais, je veux pas faire de merde, là, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est comme Ben, des fois, tu te dis, c'est-tu vrai? C'est-tu lui qui. C'est son idée? c'est une excellente question. C'est une excellente question. Puis en ce moment où on se parle, on a une démonstration de l'ambiguïté de ça. Quand Pierre Fitzgibbon était encore au Conseil des ministres, il y avait son gros projet de loi de la réforme de l'énergie, le 71, si je me rappelle bien. Là, il a démissionné juste avant que ça commence. Ouais, Bon, il s'est fait démissionner, là, c'est ça long. Ben, tu sais, c'est ça. Puis là, il y a une nouvelle ministre qui arrive. Fait que là, les dates d'audition, là, tu sais, quand les groupes viennent présenter, étaient déjà. Fait que là, ils ont fait les auditions avec la nouvelle ministre. C'est pas trop grave qu'elle ne connaisse pas tout le PL. C'est juste, elle l'écoute et elle échange. Il faut qu'elle connaisse ses affaires pour l'étude détaillée, là, pas le choix. Ça, c'était en septembre. Là, tu sais. Puis là, on a avancé octobre, novembre, début décembre. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec le projet de loi sur l'énergie? Puis là, on commence à avoir des échos que finalement, la nouvelle ministre, elle n'aime pas tant que ça, le projet de loi. Et qu'il y aurait peut-être des conflits finalement à l'intérieur du Conseil des ministres, parce que là, on comprend que Fitzgibbon avait des passes droits. C'était comme le chouchou de Legault. Fait que lui, il avait un peu une carte blanche, son PL, mais maintenant qu'il n'est plus là, il y a du monde qui commence à peut-être un peu plus critiquer. Parce que dans le fond, ce qu'il ne faut pas oublier, oui, il y a le premier ministre qui emmène large, bien sûr, qui donne des mandats, mais le Conseil des ministres, ça reste l'exécutif. Fait que pour qu'un projet de loi soit déposé, puis pour qu'il y ait des amendements sur le projet de loi, surtout ceux qui ont une incidence financière, il faut qu'ils soient approuvés par le Conseil des ministres. Au complet. Par un vote, là, exact. Vote, majoritaire. C'est souvent consensuel, tu sais. Ouais. Fait que là, ça peut coincer. Quand je te disais, tu sais, que mon truc sur la surdité puis les appareils, il a fallu qu'il se revire de bord puis qu'il ait parlé à son conseil des ministres, Jean Boulet. Puis ça n'a pas dû être une longue discussion. Il a dû dire, si je fais pas ça, ça bloque, puis je vais devoir retirer ma grosse réforme. J'ai déjà passé 3 mois là-dessus. Ah, OK, gars, vas-y. C'est bon, Jean, tu peux retirer ça puis sauver l'essentiel de ton PL après. On va pousser sur d'autres choses après. Exact. Fait que faut pas oublier que il y a différentes sortes de ministres, comme Fitzgibbon, c'est un chouchou. Ouais. J'avais vu une fois quelque chose de fascinant aussi, c'était un PL sur le cannabis. Tu sais, quand ils ont rehaussé l'âge de consommation du cannabis à 21 ans. 21, une sorte d'affaire, c'était Lionel Carman, puis j'avais été remplacé sur ce PL-là une fois, puis je me rappelle plus trop sur quel aspect exactement. Je pense que c'était sur la proximité des SQDC, des établissements scolaires, en tout cas. Puis j'avais posé des questions, puis c'était juste avant la pause dîner, puis je le sentais comme ouvert à mes questions puis à mon amendement. Puis il dit « Hey, c'est intéressant ce que vous êtes, le député. » Puis je dis je vous reviens après dîner, mais j'aime ça. Ah, mais tabarnouche, je me dis, peut-être que je vais avoir un amendement après dîner. Je reviens après dîner. Il est allé chercher des contre-arguments. Non, mais il est venu voir, puis il a dit, ouais, je suis allé vérifier en haut, puis ça passe pas. J'étais allé vérifier, puis quelqu'un qui m'a dit non. C'est le bureau du PM. C'est ça. Fait que j'étais à la fois surpris d'apprendre qu'un ministre n'a même pas la latitude de décider ces affaires-là. Puis à la fois, j'étais comme. Je trouvais ça sympathique qu'il y ait la candeur de me dire. Regarde, il y a quelqu'un qui me dit non, mais Exact. Ça me... Tu sais, parce qu'on peut imaginer plein d'affaires dans ce milieu-là. Tu sais, puis ça me fascine de plus en plus que je vieillis, de plus en plus que ça me fascine. Puis, on peut l'étudier de plein d'angles, puis de plein d'opinions, puis on peut voir les choses de différentes façons. Mais des fois, je me dis toujours, il y a des acteurs plus gros que nature qui doivent avoir des impacts sur les décisions. Des fois, je me dis, n'importe qui est décent puis qui vit, même si je suis de droite ou tu es de gauche, il y a des choses, je pense, qui devraient être statuées que c'est comme normal. Là. Voyons, il y a du monde qui ont de la misère avec leur oreille. Là. Exact. Comme tu veux enlever ça, pourquoi? Il y a du monde qui ont de la misère avec leur oreille. Fait que là, tu fais comme... Fait que c'est qui veut comme pas payer en haut, qui veut... Fait que, en tout cas, c'est des sujets qui me fascinent, mais ça, on pourrait en parler, je pense, pendant 8 heures. Mais tout pour dire que... Puis, tu sais, je veux pas, comme... Je dis pas que je trouve pas ça intéressant, mais ce que je veux faire, c'est que je veux qu'on se pitche tout de suite dans le PL 51. Certainement. Fait que, tu sais, comme... Est-ce que tu peux peut-être nous faire une petite introduction sur... c'est quoi le PL 51? Puis après ça, tu sais, comme à partir de quand que tu as commencé à t'impliquer à ce niveau-là? Puis comment que ça a commencé, tu sais? Okay. Juste faire une petite introduction, puis après ça, certainement, on va être capable de... Tu sais, moi, dans le fond, quand j'étais à la FTQ, je fréquentais des gens de la construction. Ouais. Notamment, j'avais été impliqué longtemps au comité des jeunes de la FTQ. Je connaissais des gens de la FTQ Construction, des jeunes de la FTQ Construction. Je trouvais bien smart, puis on échangeait beaucoup. Puis, fait que c'était une industrie, tu sais, que je connaissais pas les détails, mais j'avais suffisamment entendu des présentations ou croisé des gens dans des formations pour en avoir un minimum. Ouais. Assez tôt dans le précédent mandat, il y a eu un clash là, avec la négo, puis... Ça, c'était quelle année? C'est juste avant la pandémie? Ouais, 19, ça se peut-tu? 2019. Ouais. Puis moi, je savais, pour l'avoir un peu étudié dans un cours de droit Code du travail, que la construction, il y avait une interdiction de négocier de la rétro.
nommément dans la loi à l'époque. Toi, tu avais étudié quand, mettons? C'était quoi? Juste avant, mon Dieu, mon cours de droit du travail, ça doit bien être 2016-17 dans ces eaux-là. C'était 2016-2017. Fait que je savais qu'il y avait un problème dans la mécanique, là, le code, le petit code du travail de la construction, le R20. Ouais. Puis moi, ça m'avait toujours scandalisé que pourquoi les travailleurs de la construction ne peuvent pas avoir de la rétro sur quoi cette affaire-là. T'sais. Puis que tu peux avoir des SCAB. Fait que tous les travailleurs du Québec sont protégés par le handicap, mais À part le milieu de la construction. Ouais. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là. Fait que j'avais préparé un projet de loi. Parce qu'on a le droit de déposer des projets de loi dans l'opposition. Ils sont à peu près jamais appelés par le gouvernement. Mais on a le droit de le déposer, puis on fait de la com là-dessus, puis bon, la mobilisation. Fait que j'avais préparé un peu, évidemment, avec des collègues de la construction, FTQ, Inter, CSD et compagnie. Puis j'avais déposé, puis comment j'ai appelé ça? Je pense que je l'avais appelé le projet de loi pour rétablir un rapport de force dans la construction, tu sais, parce que je plaidais qu'il était déséquilibré, bien sûr. Beaucoup patronal, ben oui, c'est ça, travailleurs. Là. Ça avait été bien reçu. Je me rappelle même que la FTQ Construction avait fait une petite manif devant le bureau du premier ministre pour soutenir le projet de loi. OK. Puis je pensais à toutes les fois. Let's go! Je pensais à toutes les fois où on se fait dire que la gauche défend plus les travailleurs, ou je sais pas trop, tu sais. Les gens ont le droit de dire ça pour toutes sortes de bonnes raisons, mais là, j'avais comme 200 travailleurs de la construction qui disaient « Vive le PL de Québec solidaire ». Je dis « Regardez ça, là, ils sont là, les travailleurs ». Bref, évidemment, il n'avait pas été appelé par le gouvernement. Puis à la fin du projet de loi sur la santé et sécurité, là, en 2021, j'avais comme une bonne relation avec le ministre Jean Boulet, puis il m'avait dit, là, je n'aurai pas le temps avant la fin du mandat, mais si on est réélu, puis si je suis encore au ministère du Travail, on travailler là-dessus. Il dit j'ai déjà des plans pour faire une réforme de la construction. OK. Bon, fait que déjà là, nous, on avait comme une petite réflexion. Quand je croise des camarades, des confrères, je leur parle de mes discussions avec le ministre aussi. Et eux autres aussi ont des discussions avec le ministre, ils m'en parlent. Fait que ça se savait un peu dans le milieu que quelque chose s'en venait. Sa construction. Fait que pas très tard, en début de mandat, là, on a su que c'était dans les cartons, en effet. Ils voulaient d'abord faire un projet de loi sur l'âge des travailleurs, là, le 14 ans. Parce qu'il n'y avait pas d'âge minimal au Québec. Pour travailler sur la construction? Tout secteur confondu. Tout secteur, OK. Ça n'existait pas. Ça, c'était avec le fameux taux horaire. T'as le salaire minimum, qui est une chose, mais dans les normes du travail, il y a aussi le volet dans les normes du travail de l'âge minimum. Ouais. Puis, mettons, les propriétaires de resto, ils poussaient bien gros pour pour les plus pas jeunes. d'âge parce qu'il y a les 12 ans qui lavent les vaisselles. Bref, ça, c'était le premier PL là, après la réélection de 2022. OK. Puis, on le savait que ça s'en venait, la construction. Puis, c'était la session passée, donc, que ça a été déposé et traité. Ça tirait un peu dans tous les sens. Hein. Il y avait des enjeux sur les types d'emplois, la polyvalence. Après ça, il y avait des enjeux sur la mobilité qui appelait entre les régions. Oui, entre les régions. Puis il y avait tout un volet aussi sur le régime de travail. Fait que, comme dans les autres projets de loi, moi, j'ai eu des rencontres avec autant les groupes patronaux qui sont venus me voir que les groupes syndicaux. OK. Les groupes patronaux sont venus aussi? Tu sais, mettons... Avant qu'on soit 10 puis qu'on soit à deuxième opposition, on n'était pas leur priorité, on va le dire de même. Mais là, ils savaient que vous alliez quand même avoir un impact. Mais ils sont venus vous voir pour vous... pour remettre leur opinion? Exact. Ou... les autres, ils disent, dans le fond, les groupes, des fois, ils font ça. Ils sont en train de préparer leur mémoire, les audiences s'en viennent, puis ils font une petite tournée des différents partis d'opposition pour dire voici que seront nos arguments, puis échanger avec nous. OK. Tu sais, mettons, quand j'avais rencontré l'ACQ, je leur avais parlé de mon PL sur les SCAB puis la rétro, puis... c'est ça, c'est ça. Pas eu trop d'appui sur ces deux principes-là, mais c'est pas grave. Mais la rétro, c'est tellement un sujet qui ouais. C'est parce que c'est beau, tu sais, c'est beaucoup de... Des gros sous. C'est des gros sous. Mais c'est parce qu'en plus d'être des gros sous, c'est un incitatif objectif pour les patrons de pousser vers la grève puis de dépasser la date limite de l'échéance. Parce qu'à chaque journée... Si dans la loi, c'est interdit de négocier de la rétro, puis ta convention se termine le 1er juin, mettons. Fait que tu veux le faire le plus vite possible parce que tu veux pas avoir de la rétro. Toi, quand tu es le syndicat. OK. Mais quand tu es le patron, tu veux la défoncer, cette date-là. Parce que tous les jours que tu vas dépasser, tu n'auras pas besoin de le payer. Ben non. Mais ça, c'est pas juste en construction aussi, hein, je pense. C'est-à-dire que dans des contextes syndiqués, la plupart des conventions collectives ont une référence à la rétro, puis qui dit que si tu dépasses de 3 mois parce que tu veux, en guillemets, faire chier un peu le monde, tu vas payer ton 3 mois. Exact. Fait que fais pas chier parce que tu vas faire tu le payes. Exact. La plupart des conventions ont ça. Mais dans la loi, pas dans la construction. C'était délirant. Moi, je poussais un peu là-dessus. Puis je taquinais, puis là, je me disais, ça va être compliqué, il y a des chantiers qui ferment, qui rouvrent. Pourtant, tellement pas. Là. Il y a plein d'autres industries qui sont compliquées aussi, puis qui l'ont pareil. Puis voyons, on va être capable de trouver des affaires. Fait que
Là, dans cette partie-là, tout le monde est un peu sous ses gardes parce que le projet de loi n'est pas toujours déposé tout de suite. Là, tout le monde le sait qu'il s'en vient. Fait que là, OK. C'est ça. tout le monde dit Ah, avez-vous ouais. des plugs? Ben oui, mais Qu'est-ce qui va se je sais pas passer? trop, Je je vais me sais pas préparer trop. ou... Puis le ministre, j'y parle de temps en temps. Puis c'est une petite anecdote un peu par rapport, mais il y a une petite ligue d'hockey Cosum à l'Assemblée. Ben, une ligue, tu sais, OK. une gang, là, une vingtaine. Ça doit brasser? Oh non, ça joue Ça fair, joue parce qu'il fair? faut qu'on rentre le lendemain matin Ah, à 7 OK, heures. Hein, c'est fait ça. que, Mais c'est-tu entre partis ou oh, c'est... ouais, Ah, ben, ouais? il n'y a pas ben de libéraux, mais il y a des péquistes, des caquistes puis des solidaires. Mon Dieu, je suis surpris que ça brasse Ouais. pas plus que ça. Non, c'est sympathique pour vrai. Puis même des fois, on se croise après dans les commissions, puis on se fait des petits. Puis justement, Ouais, non, c'est pour ça. te dire que dans le fond, ma petite, moi, je joue on a les blancs puis les noirs. Là. Ah, ouais. Dans mon équipe des blancs, le goaler, il est bien smart, puis c'est un gars qui travaille au cabinet de Jean Boulet. OK. Des Fait fois, que, c'est ça. entre les deux périodes, on jase. Ouais, puis, me semble, je pensais à ça. puis, exactement, tu c'est ça. sais. Puis quand le PL était déposé, lui, il vient checker un peu. Tu sais, puis allez-vous comme Ouais, c'est ça. nous brasser pas mal, ou vas-tu poser une question demain au Salon Bleu? Ben, tu sais, Ben, tant mieux que c'est fair play, mais en même temps, fair play. Mettons, là, en ben, surface. là. c'est civil, mettons. Tu sais, C'est on ça. a des confrontations. Des fois, je me chicane avec le ministre, puis ça n'a pas bien fini, le projet de loi 51, pour toutes sortes d'histoires, parce que à toute fin du PL, il y avait ce qu'on appelle des clauses transitoires. Puis ça, c'est... Tu sais, tu as plein de modifications dans ta loi, Mhm. puis tu peux décider qu'il y a certains articles qui vont être modifiés, mais plus tard, pas en même temps que les autres. Tu sais, tu peux décider que l'article 1 à 50, il rentre en fonction direct quand le PL est signé par le lieutenant-gouverneur. Mais il peut changer. Mais il peut y avoir l'article 51 qui, lui, n'entrera en fonction qu'en 2026, mettons. Ça existe. Mais des fois, tu l'apprends juste à la fin. Puis pourquoi qu'ils font ça? Acheter la paix. Fait que là, sur Mais la- en sachant qu'ils Exact. ils vont peut-être gagner quelque chose dans Fait que 2 ans. si right? ma mémoire est bonne, là, j'espère que je ne me trompe pas, mais j'avais réussi à convaincre le ministre de faire la rétro. Mais on a appris à la toute fin que c'était appliqué juste après la prochaine négo. Fait que la Qui négo, était... qui Qu'est-ce est qui là, s'en là. vient? La négo est C'est ça, là. parce que dans les cahiers de négo, la rétroactivité est là. Ben, il la demande. La demande, mais elle n'est pas là, elle n'est pas signée. Fait qu'il pourrait quand même... Il n'y aurait pas la rétroactivité en ce moment. Exact. Ah, mettons, Là, moi, en ce moment. j'apprenais ça à la toute fin, fait que j'étais un peu OK. fâché. Fait que des fois, à la fin du PL, tu essaies d'être un peu bon joueur, puis tu salues les bons coups d'ouverture, mais j'étais tellement en colère qu'il nous a fait ce petit coup, j'oserais dire fourré, Ah ouais. en bon français, encore une fois, à la fin, que ça a terminé sur une moins belle note, mais regarde, c'est la vie, puis lui, il a ses Ah ouais. pressions internes, puis c'est C'est ça. ça. Mais fait que c'était comme les 3 gros blocs. Là. Il y avait, comme je te dis, la mobilité, la polyvalence, puis le régime du travail. Qu'on a eu à décortiquer là, sur, mon Dieu, c'était quoi, 200-300 articles. C'était quand même un bon PL. Mais, tu sais, justement, oui, c'était un bon PL, mais... Ben, pas je veux dire un bon PL dans sa grosseur, dans sa Oh, substance. Je n'étais pas exact. d'accord avec le contenu. Non, mais tu sais, en gros, tu sais, il y a plein de choses qui ont été mises en place. Tu sais, il y a des il y avait des objectifs clés, mais après ça aussi, il y a aussi l'aspect toute inclusion puis Ouais. diversité. Tu nous en parlais un petit peu de Ben, qu'est-ce qu'ils ont il y a fait à ce niveau-là? il y a des gros retards là, sur la représentativité dans l'industrie de la construction Ouais. en manière générale, puis dans les chantiers. Ça fait longtemps qu'il y a des groupes de recherche de femmes, notamment ATF, Les aides à la construction. exact, etc. les aides à la construction qui plaident tu sais, pour serrer la vis pas mal. Puis surtout qu'en plus, dans la construction, puis ça, c'était peut-être l'absent de ces débats-là, c'est que c'est le gouvernement qui est le donneur d'ouvrage, là, essentiellement. Hein. Les gros chantiers, les écoles. C'est pas Ouais. lui qui paye parce que c'est pas lui qui embauche, parce qu'évidemment, il y a des contracteurs puis tout, mais c'est lui qui donne le contrat puis qui a les gros sous. Là. Mhm. C'était quoi la statistique? C'était 70 des chantiers du Québec étaient au final des chantiers qui relevaient du gouvernement. Fou raide, hein? Ben oui, fait que c'était l'hypocrisie peut-être de ce projet de loi-là, où ce qu'ils disaient non, mais tu sais, c'est l'industrie. Mais come on, c'est toi l'industrie, là, si tu donnes C'est ça. 70 des contrats. Tout ça pour te dire que beaucoup de gens plaidaient depuis des années de mettre des quotas d'embauche sur les chantiers, notamment de femmes. Parce que quand on a aboli le placement syndical, pour toutes sortes de raisons, ça a été un recul pour les femmes. Puis, on les voit dans les chiffres, dans Ouais, les à statistiques. cause que les entrepreneurs peuvent choisir qui veulent. Exact. Puis Ouais. les entrepreneurs, encore une fois, il y en a des bien smart, mais il y en a quand même une couple un peu encore C'est ça, sexiste. ça sera toujours Sexisme n'est pas disparu au Québec. C'est ça. Puis ils vont dire, la femme, elle travaille moins, peu importe. Fait qu'il y a eu un recul objectif du nombre de femmes qui travaillaient dans la construction quand on a aboli le placement syndical. Fait que là, il y en a qui disaient, ben là, il faut vraiment comme avoir des politiques agressives, puis mettre des quotas d'embauche sur les chantiers, puis le ministre n'était pas game d'aller là. Fait qu'il a créé des genres de petites mesurettes là, incitatifs, blablabla, formation, machin. Puis en plus, ce qui a bien fâché du monde, c'est qu'il a comme mis tout ça dans un même tapon.
Les clauses sur l'inclusion, ça incluait les immigrants, les femmes, puis les Autochtones, tout le monde dans la même gang de l'inclusion. Ouais, là, tu as vu aussi là, la fameuse entente historique avec les Autochtones pour les projets Ouais, qui viennent de se passer. Fait que, tu sais, je pense que c'est un shift de culture aussi là, qui s'en vient de plus en plus comme de base, j'ose croire. Puis tant mieux, tu sais, puis même moi, je l'ai vécu, là, tu sais, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas de femmes. Puis de plus en plus que je faisais de chantier, de plus en plus tu sais, puis là, je veux pas dire que les femmes, ils peuvent pas soulever le même poids que les hommes. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste que, tu sais, il y avait beaucoup plus de femmes comme soudeuses, tu sais, des petits... les métiers quelque chose de particuliers, plus méticuleux ou perfectionniste, des trucs comme ça. Fait que oui, ça en prend, puis tu sais, on a un gros problème de main-d'œuvre. Puis on en parle, tu sais, avec les invités qu'on a, on en parle souvent, c'est comme comment qu'on peut impliquer, tu sais, il y a certainement des femmes qui veulent s'impliquer dans la construction, mais l'accessibilité est peut-être plus difficile. Puis après ça, quand que la femme est dans le milieu, ben là, il y a son lot de défis. Puis après ça, ben il y a son lot de, tu sais, le milieu de la construction, comment dire, les conditions et les avantages sociaux ont été quand même bâtis à la base pour les hommes, parce que le milieu de la construction était constitué la plupart... 80-90%. Je pense qu'on est à 97. Là, encore aujourd'hui, hein? Oui, puis c'est 3% des femmes. Fait que 97% des clauses ou des façons de faire ont été bâties pour les hommes. Fait que là, c'est comme de shifter tout ça. Tu sais, ça doit être fait, mais d'une certaine façon, ça doit pas être nécessairement facile dans la loi de le faire non plus, là, tu sais. Ben, c'est pour ça que les groupes, puis nous, on avait appuyé cette revendication-là, puis on en a fait un amendement à un moment donné qui a été rejeté, mais disait, si tu veux vraiment que ça fonctionne, là, il va falloir que tu imposes les quotas sur les chantiers. Pas des quotas de fou, tu sais, genre 50% des femmes dans Non, le c'est personne ça. dit ça. Il faut être réaliste, là, d'une certaine Exact. façon. Mais mettons que tu commences à 5%, tu es déjà... et où, tu n'es pas obligé de le mettre sur tous les chantiers, tu peux cibler certains chantiers, tu sais. On était flexible, tout le monde était flexible, mais... Plus que 10 employés, mettons. Finalement, ça a été des mesurettes symboliques essentiellement, puis il y avait beaucoup de frustration parce que les groupes nous disaient, on va pas se compter des peurs, là. La réalité d'un immigrant de Montréal, d'un autochtone sur la Côte-Nord, puis d'une femme de Bécomo ou de, je sais pas trop, de Rimouski, il y en a... C'est pas les mêmes besoins d'inclusion, c'est des réalités différentes. Fait que de tout mettre ça dans le même tapon de l'inclusion... C'était là qui était un port d'identité. C'était comme grossier. C'était comme, on coche une case, oui, on a fait quelque chose. Fait que là, il y a eu quand même de la déception à ce niveau-là. OK. Puis, justement, tu sais, fait que là, après ça, le PL 51, ça s'est passé. Je sais que tu as eu quand même de conversations quand même intenses au niveau de l'Assemblée nationale avec le ministre Boulet. Puis, est-ce que tu peux nous dire un peu comment que ça s'est... C'est-tu terminé, cette saga-là? Est-ce qu'on a passé à un autre niveau? Puis après ça, où qu'on s'en va? Est-ce qu'il y a comme des nouvelles choses qui s'en viennent qu'on n'est pas nécessairement au courant? Ben, tu sais, il y a eu des grosses batailles. Je parlais tantôt de la mobilité. Ouais. Ça, c'est un enjeu, je ne veux pas te couper, mais c'est un enjeu quand même important dans les négos. C'est immense. Ouais. Ça m'a beaucoup frustré. Puis c'est rare que je dis ça de même, mais ça m'a déçu de Jean Boulet, que j'estime par ailleurs. Mais la mobilité, dans le fond, là, c'est pas quelque chose qui est dans la loi. Hein. C'est quelque chose qui est dans les conventions collectives. Sur le fait de pouvoir appliquer d'avoir comment je dirais ça, des chantiers dans une région X qui sont protégés pour des employés de la région X. C'est pas dans R20, ça? Non, c'est-à-dire que c'est dans les conventions collectives. Ça a été rajouté par les syndicats pour éviter d'avoir encore des Rambo gautier puis des routes bloquées sur la Côte-Nord. Tu sais. Puis moi, je disais ça au ministre. Là si tu abolis ça, je disais deux choses au ministre. Si tu abolis ça, tu vas en générer des nouveaux, des Rambo gautier qui ne sont pas la fine fleur du syndicalisme, à mon humble avis. On en pensera ce qu'on voudra, tout le monde a son opinion là-dessus. Je ne veux pas le noircir non plus, mais peu importe. Tu vas générer des conflits dans les régions. Parce qu'on le sait que l'essentiel des contrats, c'est dans le corridor Québec-Montréal. Ah ouais, c'est là que les grosses entreprises se constituent, se sur créent. les lignes de route. Là. Quand il y a des contrats dans les régions, ben, c'est plus facile pour eux autres d'amener leur monde puis de payer des forfaits, des hôtels et compagnie. Puis les travailleurs ils peuvent avoir le gros chantier. C'était ça le conflit avec Bonambois à l'époque. Ce l'est encore en ce moment. Là, avec les négos, parce que je sais qu'il y a des... Au niveau de tout ce qui est mobilité, c'est un gros enjeu, à part le pouvoir d'achat, qu'on sait qui est le plus gros enjeu dans les négociations qui s'en vient. Mais tout le mouvement comment dire, justement, de mobilité, là, de prendre des gens de l'extérieur et de les amener ici,
Parce qu'il y a des gens qui veulent pas faire, mettons, des journées de 11h30, de prendre du monde à l'extérieur, mais ça, c'est les contribuables qui vont payer Tout à fait. beaucoup plus cher à cause qu'ils vont aller chercher du monde de l'extérieur. Fait que là, c'est des gros enjeux syndicaux. Faut comme, hey, attends une minute, tu vas aller chercher du monde de l'extérieur pour venir faire une C'est un job non-sens. qui va coûter 3 fois qu'est-ce que ton gars ici peut faire. Parce que lui, quand il est ici, ben, il va pas à l'hôtel. Mettons, le père de famille qui travaille, il va pas aller à l'hôtel le soir. Faut qu'il aille chercher son enfant ou faut qu'il retourne chez eux, faut qu'il vienne prendre soin de sa famille. Comparativement au gars qui vient de, je sais pas, du Nord ou whatever. Quand il est ici, il est à l'hôtel. Fait qu'il finit sa job, ça va à l'hôtel. C'est le matin, il travaille. T'sais, fait que ça aussi, c'est quand même un gros enjeu présentement, là, la mobilité. Entièrement. Là. Puis c'était ça mon argument principal. Puis l'autre argument que j'ai servi, puis qui me fâchait beaucoup, puis qui me décevait de Jean Boulet, c'est comme c'était des clauses de convention collective. Moi, je disais, le Jean, là, ben, on peut pas se tutoyer à l'Assemblée nationale. Mais je dis, Monsieur le ministre. Hey, Jean, là. Ouais, Johnny, comment ça? Non, je l'appelle Monsieur le ministre, bien sûr, en commission, mais je dis, mais pour qui vous prenez-vous, Monsieur le ministre, pour décider que ces clauses-là, librement négociées, vous les faites disparaître? Parce que c'est ça qui était dans son projet de loi. Il annulait les clauses et il interdisait d'en négocier des nouvelles. Pour qui tu te prends, tu sais? La convention collective, là, elle a été négociée par des employeurs, par des travailleurs. Personne qui avait un gun sur la tête, ils ont comme... C'est ça le concept du droit du travail. On signe une convention sur laquelle on est d'accord. Si t'es pas d'accord, signe-la pas puis continue à négocier. Après, c'est des rapports de force. On s'entend. Ouais, c'est ça. On s'entend. Mais là, ça veut dire... Là, moi, je disais... Jean, je disais... Monsieur le ministre... Monsieur le ministre, y a-tu d'autres affaires de même que le patronat vous a demandé de flusher dans la convention collective? C'est un menu à la carte, là, que... Un 800, s'il vous plaît, sauvez-moi de cette clause-là que je veux. Si le patron veut la faire sauter, cette clause-là, il ira la faire sauter à la convention collective suivante. Puis quand les syndicats l'ont mis sur la table, cette clause-là, ils se sont battus pour ça, puis ils ont laissé tomber d'autres affaires. On sait comment ça marche, une négo. Hein? Tu demandes 3-4 affaires, puis là, à un moment donné, tu fais un choix, parce que tu ne peux pas tout avoir. Mais ça veut dire qu'ils ont laissé tomber des affaires dans le passé, des travailleurs, pour avoir ces clauses-là. Parce qu'ils jugeaient ça plus important que, je sais pas moi, du salaire, des horaires, peu importe. Là, en les faisant sauter, ces clauses-là, vas-tu leur redonner ce qu'ils ont laissé tomber il y a 3, 4, 5, 10 ans? Pas en tout. Mais moi, c'est... Puis de plus en plus que je lis là-dessus, puis tu sais, comme notre équipe, on a fait une synthèse sur les cahiers de demande qui ont été déposés, puis on a fait un peu, tu parlais de recherche, on a commencé à faire un peu de la recherche, puis tu lis ça, tu dis, oh my God, c'est un clash entre les demandes syndicales puis les demandes patronales, c'est un méga... Comment qu'on peut... Hey, c'est compliqué, on s'entend. Mais oui, c'est compliqué, mais des fois, c'est comme... Pourquoi c'est aussi compliqué que ça? C'est des êtres humains. Mais non, mais tu sais, d'une certaine façon, puis en même temps, moi, c'est pour ça que j'aime ça avoir, mettons, du monde comme toi ou d'autres personnes qui sont impliquées, de faire comme... Explique-moi pourquoi que c'est compliqué comme ça. Je veux dire, oui, OK, les travailleurs ont des demandes, le patronat a des demandes. Je suis d'accord. Mais là, on dirait que c'est beaucoup plus de... on dirait que c'est un affront entre les deux parties. C'est même pas, hey, regarde, je vais essayer de m'entendre avec toi. C'est pas ça. C'est comme, hey, regarde, je vais... Tu sais, ça, ce qu'on veut, là, puis regarde, après ça, on va pouvoir faire comme... On va pouvoir descendre d'un piédestal puis de faire comme, OK, on va s'entendre sur ça. C'est comme, OK, mais pourquoi qu'on a besoin de faire ça? Puis, tu sais, à chaque fois que j'ai des invités et qu'on parle de ça, je m'enflamme un peu de cette façon-là, de dire, j'arrive pas à comprendre comment qu'on peut, en 2024, ne pas pouvoir s'entendre sur certains points d'une façon civilisée, genre, ou d'une façon que je comprends ton point. Regarde, nous autres, au nouveau patronat, on veut faire de l'argent, faut qu'on continue à faire de l'argent, sinon... Les travailleurs continuent, tu sais, tu travailleras pas. Il n'y aura pas de job. OK, mais regarde, nous autres, si on veut continuer à faire de l'argent, puis on veut que les travailleurs continuent à venir dans le métier, parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, nous autres, là, on pense que, tu sais, ça va prendre ça, puis on n'a pas le choix de donner des bonnes conditions pour les travailleurs, parce que si on ne donne pas de bonnes conditions pour les travailleurs ne viendront pas, puis nous autres, on ne pourra pas rouler nos jobs. Tu comprends? Il y a comme un cycle que je suis comme, me semble, c'est comme de base, comme dans n'importe quelle entreprise, tu te dis, voyons, pourquoi on est obligé de s'assiner. On ne peut pas trouver des terrains d'entente. Mais ce que, tu sais, depuis qu'on se parle depuis tantôt, je sais que c'est pas aussi facile que de le dire de cette façon-là. Mais tu comprends un peu ce que j'essaie de... C'est ça ma question, comme... Puis je comprends pas le niveau politique de haut level de qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Ça prend beaucoup, beaucoup de connaissances et d'informations pour le comprendre. Juste des fois, je suis comme...
ça a comme pas d'allure. On sera jamais capable de s'entendre à un moment donné. Ça va être un combat continuel dans les années à suivre, puis ça va toujours rester comme ça. Non? Dans le fond, quand tu es au gouvernement, tu as deux affaires. Tu as un parti politique, puis tu as ton idéologie. Oui. Tu viens d'un mouvement, tu es plus à gauche, plus à droite, etc. Mais après ça aussi, quand tu es au gouvernement, tu as une responsabilité. Tu as les deniers publics, tu as les taxes et impôts, tu as, des ententes internationales, etc. Fait que tu es supposé avoir une attitude plus responsable que quand tu es dans l'opposition, où est-ce que tu peux un peu plus être salé, puis tourner 2-3 coins ronds dans tes propositions parce que c'est toujours bien pas toi qui l'appliques. T'sais. C'est correct parce qu'il faut du débat public pour faire avancer la démocratie, c'est ça le concept. Exact. Mais dans le cas du projet de loi 51, quand on a fait, mettons, l'exercice final, puis qu'on a fini le projet de loi, on se disait, bon, pour un gouvernement qui, en principe, est supposé être l'arbitre entre ces deux parties-là, la liste des gains pour les patrons était infiniment plus longue que la liste des gains pour les travailleurs. T'sais, au final, pour les travailleurs, qu'est-ce qu'ils ont gagné? C'est le droit de la rétro, puis même pas cette négocie, c'est pour le futur. Fait moi, c'est pour ça, mettons, que j'ai fini par voter contre le projet de loi. Parce que je faisais cet exercice-là. Si le gouvernement avait été un peu plus modéré dans son pour et contre, qu'il avait vraiment voulu trouver un consensus, j'aurais peut-être évalué l'idée de voter pour. Je ne suis pas, par principe, contre tous les projets de loi du gouvernement. J'appuie. Le gouvernement a fait une bonne réforme du RQAP en début de mandat, le régime québécois d'assurance parentale. Je votais pour. Je sais pas, c'était pas exactement la réforme que moi j'aurais faite, bien sûr. Mais l'essentiel de ce qu'il y avait... c'était essentiellement du bon. C'était d'une façon différente que moi je l'aurais fait, mais essentiellement, c'était du bon. Mais votez pour. Pas de gêne. Pas parce que tu es dans l'opposition que tu votes contre. Non, c'est ça, exact. Mais là, dans cet exercice-là, moi, à chaque fois je vote pour le principe du projet de loi, pour donner une chance. Après ça, on fait nos batailles dans l'étude détaillée, puis à la fin, je me fais l'exercice, puis je consulte les gens un peu aussi, du milieu, du syndical. Tout le monde était assez unanime de voter contre, mais je me suis fait ma propre tête. Puis je pense qu'il y a trop de recul pour le mouvement syndical, pour les travailleurs là-dedans, pour l'appuyer. Surtout sur la question de la mobilité interrégionale. Oui, c'est ça. C'est quand même intense. Là. Je trouvais même ça un peu dangereux pour la paix sociale à moyen long terme. L'avenir nous dira si j'ai tort d'avoir cette crainte-là. L'autre bout, puis pour revenir un peu sur ta question précédente sur qu'est-ce qui nous réserve l'avenir, qu'est-ce qu'il faut suivre pour l'avenir, le bout sur le régime du travail, puis surtout sur la gouvernance de la CCQ. Il y a eu des gros changements sur la gouvernance de la CCQ, les fonctions des élus, leur pouvoir ou pas. La critique qu'on en a faite beaucoup pendant le projet de loi, c'est que la CCQ avait toujours été une instance paritaire patronale syndicale où le gouvernement, dans le fond, n'avait pas de temps, n'avait rien à faire là-dedans. Il n'y avait pas d'implication. Il n'y avait pas de commande. C'était très... C'était vraiment l'industrie qui s'auto-gérait pour le meilleur et pour le pire avec moitié syndical, moitié patronal. Là, ils en ont vraiment fait un instrument, je dirais pas la botte, là, mais... Ils ont commencé peut-être à avoir d'influence dans certaines décisions. Oui, ça va falloir que ça aille dans le sens du gouvernement. Là. La CCQ, ça va devoir être quelque chose qui fonctionne dans le sens du gouvernement. C'est parce que là, on parlait aussi dans un des... mettons, avec Patrick Bérubé, le directeur de l'Inter, on parlait de justement... on parlait des pouvoirs de négociation tantôt. Là. On est entre le patronal, qui est beaucoup plus collé, en tout cas selon moi, au gouvernement, au niveau des partis qui prennent peut-être les décisions. Puis après ça, tu as le côté syndical qui vient justement faire des demandes, aller en grève. Puis quand les syndicats tombent en grève, donc les travailleurs tombent en grève, bien, tout de suite, on rentrait en loi spéciale. Comment on dit déjà? Loi spéciale. En loi spéciale. Ouais. Fait que on venait couper comme tout de suite... On venait couper le pouvoir de négociation d'une certaine façon au mouvement syndical qui représentait les travailleurs. Fait que là, est-ce que tu as le gouvernement qui a un emprise sur le mouvement de la CCQ qui est collé au niveau patronal puis qui vient dire comme, OK, non, regarde, loi spéciale, puis regarde, c'est de même que ça marche, puis on passe à autre chose. C'est l'impression qu'on a. Encore une fois, le temps va nous donner tort ou raison, mais c'est l'impression qu'on a eue quand on est sorti de ce projet de loi-là. Surtout, encore une fois, comme je le disais tantôt, avec l'hypocrisie du fait que c'est le gouvernement qui est donneur d'ouvrage pour, encore une fois, de mémoire, 70% des contrats puis des chantiers. Coudonc, ça veut dire que c'est lui qui mène la barque, là, finalement. C'est un peu lui qui décide la game. Là. Il change un peu la loi pour que ça fasse son affaire. Puis il y a un exemple suprême de ça, parce que presque en même temps qu'on avait ce projet de loi-là, peut-être un petit peu avant, il y a eu la décision surréaliste de remplacer les DEP par des AEP. Les attestations d'études professionnelles. Accélérées? Oui, c'est soi-disant accéléré, qui a place d'avoir un an. Oui, c'est payé en plus. Ouais. Ça a été heureusement aboli parce que c'était un fiasco, mais bon.
Ben ça, c'est déjà juste comment que ça a été. Tu sais, comme ça, excuse-moi, je veux pas te Vas-y. couper, mais c'est comme ça, il y a personne qui a consulté personne. Là. Ben c'est ça. Ça n'a pas d'allure, là, Puis, voyons donc. non seulement il a consulté personne, puis là, il a commencé à faire savoir un peu où il s'en allait. Puis le CA de la CCQ, le patronal et syndical unanime, avait dit, il y avait quoi, je pense, 6 métiers qui avaient été flushés vers les AEP comme ça. Patronal syndical, il avait dit au ministre, surtout, ne mettez pas dans le lot les frigoristes. Parce qu'ils gèrent des éléments dangereux comme du gaz. Puis, je veux dire, tu peux pas faire une formation de 3-4 mois puis être frigoriste, ça n'a pas de bon sens. Il faut toujours bien que tu aies un DEP dans le sens du monde parce que c'est pour la santé et sécurité des gens, c'est important. Qu'est-ce qu'on a retrouvé dans le décret? Les frigoristes. Ouais. Chop, les AEP de frigoristes. C'est surréaliste. Mais là, les patrons n'étaient pas d'accord. C'est quoi ton affaire, tu sais? Tout ce que le ministre avait trouvé à répondre, il y a une pénurie de frigoristes, puis on y va. Fait que là, des fois, tu es face à cette réalité-là où tu te dis, mon Dieu, mais pour notre intelligence là-dedans, est-ce qu'elle est. C'est ça. Mais tu sais, mise en valeur, je comprends ou, qu'il y a des acteurs en arrière de tout ça qui. Soit qui ont les proches profondes, puis qui, je sais pas, tu sais, financement politique ou whatever, qui ont peut-être des pressions sur les décisions qui sont mises en place. Je veux dire, voyons, ça. Tu sais, des fois, tu sais, puis je veux pas rentrer dans la conspiration, puis c'est juste des fois, tu fais comme, voyons, ça n'a pas d'allure, là. C'est Il y ça, a personne qui a réfléchi, tu sais. Y a-tu encore de la corruption? Peut-être, honnêtement. Tu sais, je le sais pas. Il faut toujours que tu la démontres. Ouais, c'est ça. Faut avoir des preuves, là, mais non. De la bonne foi, mais au final, des fois, c'est plus simple que ça, la politique. C'est juste un ministre ou un gouvernement qui cherche à faire quelque chose sur quelque chose. Là, il y a une pénurie dans la construction. Il n'y a pas de chantier, il n'y a pas assez de chantier de maison, puis ça devient un problème parce qu'on a une crise du logement parce que le gouvernement n'a rien fait pendant des années. Qu'est-ce qu'on peut faire? Let's go. N'importe quoi, là. On avait fait ça pour les préposés aux bénéficiaires pendant la pandémie, là. Ah, on fait ça pour la construction. OK, c'est beau. Puis on avait su que c'était comme un peu une commande du PM, ça. Okay. Qui avait dit à Jean Boulay, ben oui, ça avait marché avec les préposés aux bénéficiaires. Fais donc ça avec la construction. Et voilà. Okay. Pas plus compliqué que ça, tu sais. Des fois, on se casse la tête sur des... Non, mais je comprends que, tu sais, des fois, ils ont des situations qu'ils doivent gérer rapidement. Tu sais, je comprends aussi l'ambiance. Ça doit pas nécessairement toujours être facile. C'est juste des fois, tu fais comme, wow. Puis il y a personne qui fait jamais rien de parfait. On est d'accord? C'est juste que ça, il me semble, ils l'ont échappé pas mal là-dessus. C'était comme, wow. Ils ont tellement échappé qu'ils ont annulé, là. Ben, il y a 2 semaines. Ben oui, mais on a vu les chiffres. Là. On a vu Je que 75 ils rentraient pas sur les chantiers. Je sais. Tu as 25 qui commençaient, puis tu avais genre 13 là-dessus qui, après 2 ans, ils quittaient. J'avais posé des questions au ministre en chambre là-dessus. C'était tellement hallucinant. Parce qu'on le sait que la plupart du temps, en plus, le monde rentre par les bassins, là, sans aucune formation. Puis il m'avait répondu, il dit, ben coudonc, il dit, si au moins du monde rentre par l'AEP payé, ils vont avoir un petit peu de formation. Ça n'a sûrement pas passé dans les grosses nouvelles. Ça n'a pas été retenu parce que c'est technique, puis les journalistes ne comprennent pas ça. Mais là, j'étais comme, OK, monsieur le ministre, mais mettons que vous aviez raison. Vous n'avez pas réglé votre pénurie de main-d'œuvre, là? Non, c'est ça. Ça change absolument rien. Là. Vous avez le même nombre de personnes, ils ont juste passé par votre AEP payé, vous avez juste pitché de l'argent par les fenêtres. À la place de simplifier l'accès au DEP. Là. Exact. Ou faire l'alternance DEP travail, comme le proposait bien du monde. Quelque chose de même. Là, oui. Mais c'est ça. Mais ça, tu sais, c'est ça. Mais c'est ça. Des fois, je me dis, il y a du monde qui veulent écouter certaines personnes ou certains partis, puis il y a du monde qui veulent juste rien savoir. Fait que ça, c'est un gros défi. Mais, mettons, le PL 51, là, il y a eu des défis. Tu as travaillé avec le ministre Boulay. Mais, comme, vois-tu, quand il y a des avantages, là. Je sais qu'il y a des avantages au PL 51, right? Vois-tu les avantages? Mais écoute, je ne suis pas dans la construction à tous les jours. Hein, fait qu'il faudrait que je pourrais me renseigner auprès de camarades qui y sont. Bon, il y a tous des avantages. Je pense qu'il y avait quelques aspects sur les inspections de chantier, mais ça, peut-être que je me trompe. Je pense que c'est plus le PL 59, ça, qui avait créé plus de... Mais peut-être qu'il y avait quoi dans le 51 aussi sur l'inspection des chantiers. C'est ça, il y a beaucoup au niveau des formations obligatoires, les inspections les formations, c'est vrai. Mais il y a la flexibilité. Est-ce que c'est ça, c'est les avantages? Est-ce que c'est des avantages pour tous les acteurs de la construction? Non. Des avantages pour certains acteurs, il y a des avantages, il y a des désavantages, comme la sécurité des emplois, puis il y a aussi la sécurité sur le milieu de chantier, parce que si tu fais des formations accélérées, OK? Oui, on a la formation sur la santé-sécurité, là. Ouais. Mais après ça, c'est dans plein de métiers, quelqu'un qui n'a pas eu un cours comme un DEP complet, il y a beaucoup de situations qui n'est peut-être pas
conscient et rentre directement sur le milieu de la construction. Puis il y a des situations qui sont dangereuses, ce qui fait qu'on crée peut-être des situations en santé et sécurité qui ne devraient pas nécessairement arriver. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être améliorées. Puis je pense que ça s'en vient dans les négociations. Là, On le souhaite. Il reste qu'il y a une statistique qui fait mal année après année, puis c'est les décès. aussi. Puis la construction est loin Malheureusement, devant, tout secteur confondu, incluant, me semble, les accidents de travail. Là. Les décès, c'est une chose, puis les accidents, c'est une autre chose. Mais de mémoire, année après année, puis j'ai hâte de voir, les chiffres vont sortir pour C'est 2024 ça. bientôt, Ouais. là, maintenant qu'on va finir l'année. Je vois pas pourquoi ça serait différent cette année, malheureusement. Fait que, des fois, c'est sûr qu'il faut te donner un petit lousse pour que une nouvelle loi ait le temps de changer des choses. Tu sais, même sur la santé et sécurité au travail, ça date de 2020-2021, cette loi-là. Ça va commencer à faire un 4-5 ans bientôt. C'était supposé de révolutionner la prévention dans les milieux non syndiqués. Il se passe rien pantoute dans les milieux non syndiqués en prévention. Je sais que dans les chantiers sur la construction, il y a plus d'embauches d'inspecteurs puis de formateurs santé et sécurité. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais est-ce que ça va se refléter? Parce que en santé et sécurité, en droit du travail, comme toutes les autres lois sociales, il y a deux univers. Il y a l'univers de la loi sur papier, puis il y a l'univers de l'applicabilité. Ouais, l'application. Est-ce qu'elle est appliquée? Qu'est-ce que tu donnes comme moyen pour l'appliquer? C'est là, il faut que tu aies des tribunaux, il faut que tu aies des agences comme la CNSST, c'est ça. puis il faut que tu aies des syndicats, des travailleurs, des inspecteurs Qui l'appliquent, là. qui font des inspections de chantier, qui ont des pouvoirs d'arrêter des chantiers. Ben, c'est de plus en plus rigoureux. Là. Moi, je l'ai vécu là, dans les dernières années. C'est quand même intense. C'est juste, d'une certaine façon, moi, je suis travailleur. Là, puis c'est un milieu qui est dangereux. Ah oui, on s'entend. T'sais, Plus on que d'autres. s'entend, Ben oui, là, c'est fait sûr. que c'est sûr, certain que ça vient avec son lot de dangers. Là, fait que puis dans n'importe quel milieu, je pense que c'est impossible de sauver tout le monde à 100%, même si on veut peut-être arriver au 99,9%. Je suis d'accord avec toi. C'est juste, c'est un milieu qui est dangereux à la base. Là, fait que c'est pas nécessairement facile, mais je sais qu'il y a plein de choses qui sont mises en place justement pour améliorer ça, là, en fait. Je te donne un exemple connexe à la construction. Quand on a négocié la loi sur la santé et sécurité au travail, la réforme là, en 2021, il allait avoir un règlement, c'est souvent comme ça, tu adoptes une nouvelle loi, puis il va y avoir un règlement qui va être négocié puis adopté plus tard. Puis on avait négocié un règlement temporaire parce qu'on savait qu'il y aurait du blocage dans la machine. Mais ils ont quand même bien travaillé, les patronats syndicats, la CNSST, puis ils ont accouché d'un règlement intéressant sur la prévention dans la santé et sécurité au travail. Mais ça bloque depuis plusieurs mois maintenant. Sais-tu pourquoi? Ça bloque à deux endroits, au ministère de la Santé puis au ministère de l'Éducation. Parce qu'ils ne veulent pas payer. Payer quoi? Des heures de libération supplémentaires pour la prévention en santé et sécurité. OK. Parce que dans le nouveau règlement, où on a réussi à convaincre le ministre de serrer un peu la vis sur la prévention, parce que ça a juste des bienfaits, de la prévention. Tu fais moins d'accidents, moins de réclamations. Ouais. C'est même bon pour les employeurs qui auront moins à cotiser, ultimement. Ben, en ce moment, ce règlement-là, qui est un consensus patronal syndical, bloque au Conseil des Bloc ministres par d'autres parties de d'autres. par deux éléments de l'État, qui est les deux gros employeurs de l'État, qui est le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé. OK, fait que si, admettons, un projet de loi est passé, puis tout le monde est d'accord, puis qui est mis en application, ça se peut que tu aies quand même des contreparties Oui. qui sont impliquées dans ce projet de loi-là, qui viennent faire... L'État est un employeur. Ah, c'est fou, là. L'État c'est un gros employeur, l'État. Santé Québec, c'est devenu le plus gros employeur au Canada. Là. C'est des dizaines de milliers de personnes à travers la province. Ben, c'est un employeur qui a des intérêts d'employeur. Mais il ne siège pas au CA de la CNSST Santé Québec. C'est des entreprises qui représentent le patronat plus privé au sens large. Mais quand vient le temps d'adopter des lois, Santé Québec, le gouvernement n'a pas besoin d'aller siéger à la CNSST. C'est lui le gouvernement, c'est lui l'État. Fait que, mettons, est-ce que Bernard Drainville, le ministre de l'Éducation, personnellement, il ne veut pas plus de... Lui, il s'en fout probablement un peu, lui, bien personnellement. Mais il y a des fonctionnaires, des sous-ministres, des agents qui négocient dans le secteur public. Qui peuvent faire certainement, stopper un peu ce qui est mis mettre de la en place. pression sur les autres fonctionnaires, puis qui font monter une pression à leur ministre. Puis quand ça arrive au Conseil des ministres pour adopter le règlement, il faut que ça soit adopté au Conseil des ministres par une résolution. Bien, le ministre Drainville, probablement, puis on va le voir dans... C'est quoi, ça prend 20 ans à déclassifier, je pense, les conseils des ministres, les PV. Bien, probablement que le ministre Drainville et le ministre Dubé, ils disent « Ouais, mais là, moi, j'ai des fonctionnaires qui sont un peu inquiets. » Tu disais que c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais en même temps, c'est à la fois très compliqué, à la fois tellement simple. C'est des patrons qui ne veulent pas payer plus cher. Non, c'est ça. Je pense que tu viens exactement de le dire. Ça tourne tout le temps à l'entour de l'argent. Ah ben Je oui. suis d'accord. Puis ça,
le monde vit sur l'argent. C'est juste, des fois, tu te dis, OK, mais on a un processus de mettre en place des projets. Puis là, tout le monde vote pour le projet. Puis là, le projet, il veut être mis en place. Puis là, tu as d'autres mondes en dessous de ce projet-là qui font comme, non, non, moi, je veux pas. Fait que là, le projet est comme arrêté. Ça finit comme plus, tu sais, comme je veux dire. C'est comme, tu sais, dans moi, dans le fond, puis j'ai entendu ça souvent. Puis je me dis tout le temps, imagine si ce serait une entreprise. L'entreprise, elle fonctionnerait pas, là. Ouais. Tu sais, l'entreprise ne pourrait pas évoluer et devenir profitable de cette façon-là. Fait que des fois, je me dis, est-ce que c'est la bonne façon? Tu sais, je veux pas rentrer dans le processus politique et du gouvernement, là, c'est pas ça que je veux dire. Des fois, c'est juste comme, il me semble que c'est tellement compliqué là, que je fais comme, oh my God. Puis après ça, tu te dis, OK, puis ça, on part juste des négociations dans la construction. Puis pourquoi que c'est compliqué comme ça? Puis là, tu te dis, OK, mais tu sais, ça fait son chemin, puis là, ça va là, puis ça va là. Puis là, il y a plein de monde qui disent non, 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 non. Fait que, tu sais, c'est tellement complexe, finalement, pour quelque chose que, comme tu dis tantôt, qui pourrait être simple. Là. Des fois, tu sais, l'État, c'est extrêmement compliqué, puis la main droite, c'est pas ce que la main gauche fait. Puis, tu sais, des fois, à la période des questions, des fois, on a une question qui touche comme un ministre ou deux en même temps, tu sais, sur un sujet X. Puis tu le vois que pendant qu'un ministre répond, l'autre ministre, il est comme des gros yeux parce qu'il apprend des affaires. Mais ça, c'est quasiment normal dans le sens où c'est gros. Mon Dieu, c'est gros, c'est une grosse machine. C'est sûr. Ouais. Fait que ça, c'est le volet comme négatif. Mais des fois, il faut, je pense, être capable aussi de voir le volet positif. Je pense, entre autres, à la pandémie. Ouais. Tu sais, au niveau fédéral, quand ils ont sorti de nulle part la PCU, tabarnouche, en 2 semaines, ils livraient des chèques. Là. Il y avait des défauts dans cette affaire-là, c'était pas parfait, mais ça a été une démonstration, à mon avis, quand même, de la force d'un État. Puis on est chanceux d'avoir, somme toute, un État complexe au Canada, au Québec, parce que quand tu regardes des pays en voie de développement, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ne se développent pas? Il n'y en a pas de fonction publique. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de fonctionnaire, il n'y a pas d'inspecteur, il n'y a pas de... Fait que, des fois, c'est lourd, c'est dur, c'est difficile, puis on se dit « pourquoi c'est compliqué de même? » Des fois, il faut aussi se rappeler, je pense que c'est mieux ça que l'inverse. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Tu sais, je suis très, très conscient qu'on n'est pas rendu à ce level-là comme société sans avoir eu qu'est-ce qui existe déjà. C'est juste des fois, c'est comme, est-ce qu'on peut optimiser Tout à fait. certaines fonctions ou certaines façons de faire pour peut-être accélérer les choses. Puis si tu accélères les choses, mais peut-être que sans oublier rien, sans mettre rien de côté, puis juste essayer d'aller vite, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste que des fois, il y a peut-être certains processus qui pourraient faire comme, OK, il me semble qu'on pourrait peut-être aller plus vite, puis ça aiderait peut-être plus de gens, comparativement, de passer à travers des années. Mais encore une fois, tu sais, moi, je suis un gars de construction. Là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je suis pas un politicien ou whatever. Je sais pas exactement quoi faire. Des fois, j'essaie juste de trouver la simplicité dans l'ensemble. Puis on dirait que la simplicité, je trouve que des fois, elle est très, très dure à voir. Ouais. Puis des fois, je me demande que, oui, je sais qu'il n'y a rien de simple dans la vie. Là, comme juste aller chercher un café, c'est pas simple. Je veux dire que même dans juste aller chercher un café, tu peux trouver une simplicité qui va peut-être faciliter d'aller chercher ton café plus vite. Je me dis, des fois, il y a peut-être certaines choses qu'on peut faire, mais tout pour dire, si on revient au niveau PL 51, tu sais, là, on vient de parler de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe présentement. Tu sais, comme, puis on sait que 2025, il va y avoir les négociations. C'est quoi ton feeling? Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Oui, au niveau de négociation, mais au niveau aussi politique, là, tu sais, quels sont les chiquiers, là? Qui place ses pions présentement? Ouais. Qu'est-ce qui se passe, là, tu sais? C'est une industrie fascinante, hein, parce que c'est la seule industrie où tu es obligé d'être syndiqué. Tu es obligé d'être membre d'un syndicat. T'as pas le choix. Ouais. C'est fascinant, ça. Il n'y a aucune autre industrie qui fonctionne comme ça. Il y a des raisons historiques pour ça, puis je pense qu'au final, c'est une bonne chose, mais ça fait 2 choses. Ça fait qu'il y a une pluralité syndicale presque étourdissante. Là. 5 syndicats, c'est beaucoup là, pour une industrie. Il y a peu d'industries au Québec qui ont plus que 2, 3 syndicats des fois. 5, c'est tabarnouche. C'est un gros party, ça. C'est une alliance syndicale. C'est ça le paradoxe, c'est qu'ils sont 5. C'est trop, mettons, dans l'absolu, je trouve. Mais en même temps, ils travaillent ensemble. Fait que c'est comme le retour du balancier. Ils sont 5, mais coudonc, ils font front commun. Fait que c'est toujours bien. Pourquoi pas? Fait que ce volet-là est intéressant. Dans le PL 51, il y avait toute une séquence qu'on avait révisée sur
quand est-ce qu'on dépose les cahiers, quand est-ce qu'on négocie. De mémoire, j'avais voté pour ces articles-là du projet de loi parce qu'il y avait ça donnait plus de délai pour les allers-retours entre les cahiers patronaux et cahiers syndicaux, les demandes. Fait que ça, tu parles de comme les négociations, ils ont là, à cette heure, ils commencent un an avant, right? Un peu plus tôt, puis là, ils sont obligés de s'échanger les cahiers respectifs. Ouais. Un peu plus tôt aussi. Fait que Fait que là, c'est comme un ingrédient ou un instrument qui pourrait, on le souhaite, faciliter les dialogues puis les compromis. Puis pas être obligé de tomber en grève puis de faire d'avoir la fameuse affaire de rétroactivité. Exact. Fait que ça, j'avais voté pour, me semble, ces articles-là, parce que je trouvais que c'était logique. Mm-hmm. Même les centrales syndicales avaient dit « Ouais, OK, on est game d'essayer ça. » Fait que ça va être quelque chose à regarder, comment ça se produit pour la première fois, quel bilan on va en faire aussi pour la suite. Mais comme je disais tantôt, je pense que le morceau plus... le bout de culture qui va le plus falloir vérifier, ça va être le changement à la CCQ, d'un côté. Puis de l'autre, je dirais comment va évoluer toute la question de la polyvalence, où on a levé beaucoup de barrières pour pouvoir travailler sur d'autres métiers. Là, on va avoir le vrai résultat, parce que est-ce que, dans le fond, il y a des syndicats qui avaient raison d'avoir peur à ce point-là, qui plaidaient que ça allait générer plus d'accidents? Moi, je pense que c'était une crainte légitime, mais dans l'absolu, je ne le sais pas. Personne. C'est ça. Il faut le mettre en action, voir ce que ça va donner. Malheureusement, si tu ne le mets pas en action, tu ne sauras jamais ce qui va se passer. Ça, on va le voir. L'usage va le faire. Il y a des affaires dans le milieu syndical. Je me rappelle quand il y avait fusionné les accréditations au début dans le secteur de la santé. Des fois, il y avait genre 15 conventions par hôpital. C'était un peu intense. Puis ils avaient forcé les accréditations. Là, je te parle, c'est de temps de... C'était-tu Jean Charest, je pense? Puis là, c'était comme un scandale. Ah, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Finalement, ça avait un peu de sens qu'il n'y ait pas 15 conventions par hôpital. Quand ça a retombé un peu... Là, on est arrivé à l'autre extrême où il y a une convention pour 50 000 salariés du Québec. Là, c'est hallucinant, ça aussi. On aurait sûrement pu trouver un juste milieu entre tout ça, mais fait que des fois, il y a une réaction syndicale. Puis je te donne un autre exemple. Quand ils ont décidé de fermer l'usine, la centrale nucléaire de Bécancour. Ouais. C'était syndiqué, ça. C'était FTQ, d'ailleurs. De mémoire, c'était Unifor à l'époque. Levé de bouclier, puis la région, on s'en remettra jamais économiquement. Puis finalement, c'est bien logique qu'on ait fermé la centrale nucléaire de Bécancour. C'est bien logique qu'on ait interdit l'amiante au Québec, même si c'était un endroit très syndiqué puis qu'il y avait beaucoup de jobs dans ce domaine-là. Des décisions qu'on prend, des fois, qui sont pas faciles sur le coup puis qui ont l'air de pouvoir être objectivement contre des travailleurs, mais que... Quand la poussière retombe, finalement, c'est... Ouais. Mais ça, faut du temps. Non, c'est ça. Puis il faut aussi l'ouverture d'esprit, puis j'espère que le gouvernement l'a. Si jamais il y a une hausse des accidents de travail, puis que quand on creuse un peu, on se rend compte c'est que le monde sont obligés de faire d'autres jobs qu'ils ne connaissaient pas puis qui ne sont pas formés. Il va falloir peut-être qu'on soit capable de revenir en arrière aussi. Exact, parce que la crainte au niveau des travailleurs, c'est ça un peu. Là. Exact. C'est comme, même, c'est pas nécessairement de faire comme, c'est pas lui qui devrait faire ça, il vole ma job, c'est moi qui devrais le faire. C'est plus comme, OK, mais quelqu'un qui fait quelque chose qui ne sait pas comment faire, ça peut amener beaucoup de danger sur un chantier. Puis la qualité aussi. La qualité du aussi. produit à la fin. Fait que là, oui, c'est la santé et sécurité pour les travailleurs, mais au patronat, tu fais comme, OK, mais le gars qui n'est pas habitué ou qui n'est pas formé pour faire quelque chose, OK, oui, tu fais plus de polyvalence parce que tu ne veux pas être obligé d'aller chercher tous tes métiers, mais en même temps, OK, peut-être ta qualité va être moindre. Fait que là, si ta qualité est moindre. Fait que c'est tous ces trucs-là c'est pour ça que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Ça va être quoi les points qui vont être amenés. Ce qui serait. Puis, mais, tu sais, je te pose une question peut-être stupide, puis je ne sais pas. Est-ce que au niveau de les négociations dans le milieu de la construction, est-ce qu'il y a des discussions au niveau parlementaire? Ou c'est vraiment plus... Non. Puis même, c'est la même chose pour le secteur public, mettons, ou les garderies ou autres. On n'a pas d'écho de ça. Mais est-ce qu'on devrait? C'est une bonne question. Tu sais, pourquoi on n'en a pas d'écho? Pourquoi qu'on les voit pas Pourquoi on voit pas le patronat et le syndicat comme qu'est-ce qui se passe en Assemblée nationale? Je vais te donner 2 exemples. Le premier, c'est... La raison pour laquelle on n'a pas de détails, c'est souvent que dès qu'une négociation se ramasse à la place publique, ça met une drôle d'ambiance à la table de négo, puis c'est rare que ça aide la négo. Souvent, ça va comme brusquer les parties, puis là, ils vont avoir peur à la limite de déplaire à leur base respective. Puis ça peut staller si les éléments de négo sont sur la place publique. Fait que ça, c'est comme un peu un principe que souvent tu essayes, ni d'un bord ni de l'autre, de sortir trop vite en public, parce que quand tu sors en public, ça accélère pas le règlement, souvent ça le décélère. OK. L'autre affaire, moi, j'ai eu à traiter en début de mandat en 2018 un gros lockout qui était à Bécancour, justement.
qui était l'usine ABI, qui font de l'aluminium. Grosse usine, là, des centaines de travailleurs, c'est des métallos. Puis, lockout, donc c'est toujours dur de se mettre dehors par le patron. Ce qui était terrible de ce conflit-là, c'est que c'est le patron qui mettait dehors. Donc, il était prêt à perdre de l'argent parce qu'il réduisait, il y avait 4 grosses cuves d'aluminium, puis il en faisait juste rouler une sur 4 de mémoire, avec des cadres qui étaient tellement fatigués. T'sais. L'affaire, c'est qu'eux, comme bien des grosses usines qui nécessitent beaucoup d'électricité, il y avait leur propre petite centrale. Puis il y avait un contrat, comme c'est presque tout le temps le cas, avec Hydro-Québec, qui rachète des surplus. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe? Si tu fermes 3 cuves sur 4, tu baisses de 3/4 ta nécessité d'énergie. Ils vendaient leur... Fait qu'ils perdaient de l'argent en vendant moins d'aluminium, mais l'argent, il rentrait en tabarnouche par Hydro-Québec. Ils vendaient à Hydro. Fait que là, on plaidait, puis j'avais posé plusieurs questions là-dessus, puis on avait monté une petite campagne pour dire comment ça se fait qu'à travers notre société d'État, Hydro-Québec, on est en train de financer un lockout. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, il y a des législatures comme la France où c'est interdit le lockout dans la loi. Québec solidaire, dans notre programme, si on prend le pouvoir un jour, on va interdire les lockouts, comme en France. Pas de lockout. C'est pas vrai que c'est nécessairement le miroir du droit de grève. Moi, je trouve que c'est n'importe quoi, cet argument-là. Pas de lockout comme en France. Mais bon, là, il existe. On va toujours bien pas le financer avec notre argent public, notre société d'école de Québec. Ça, c'est devenu un truc politique. On a mis de la pression sur le groupe, puis le gouvernement, ça n'a pas marché. Mais tout le reste, quand il y a des garderies qui sont en grève, ils le sont encore en ce moment, les partis d'opposition vont aller ces lignes de piquage, vont les appuyer, vont poser des questions, mais c'est rare qu'on va aller comme s'immiscer dans la virgule, pourquoi vous n'osez pas de 6 ou souvent, on va même pas, les journalistes essaient de nous tirer ça du nez. C'est ça. Vous, c'est quoi votre pourcentage que on joue pas dans ce film-là parce que c'est pas nous qui est aux commandes de l'État, on n'a pas l'accès aux finances réelles du gouvernement. Fait qu'on ne joue pas dans le film de nous, on met 6 Ça, c'est les travailleurs puis le patron qui joue dans ce film-là. Nous, on prend un bar, on prend le bar des travailleurs, on les soutient, on va signer des piquetages, on pose des questions sur le conflit général, mais on ne commence pas à aller micro-gérer la table de négo. On essaye le plus possible, en tout cas. Mais, tout pour dire que, est-ce que tu as quand même un bon feeling? Toi, de ton côté, au niveau politique, mais si on focus vraiment plus sur qu'est-ce qui s'en vient là, dans la construction. C'est quoi ton feeling pour justement les prochaines années? C'est sûr, certain que 2025, on sait que ça va quand même jouer. Puis peut-être pas, mais moi, après avoir regardé comme les offres patronales puis les demandes syndicales, il y a comme un méga clash sur plein de sujets. Fait où tu penses que ça s'en va? Comme si on peut... je comprends. Atterrir là-dessus. Là. Écoute, sur la polyvalence, j'ai mes craintes, mais je demande de voir. Puis j'espère puis je veux qu'on fasse un suivi serré. À chaque année, le gouvernement dépose des rapports annuels de la CNSST, rapports annuels de la CCQ. Fait que moi, je m'attends à ce qu'on ait des détails quand même assez pointus. Puis il y a aussi un exercice qui n'est pas super bien connu du grand public qui s'appelle l'étude des crédits. Ça vient après le budget, donc au mois d'avril, où on a un bloc d'à peu près 2 heures avec le ministre, les 3 oppositions ensemble, puis on peut le bombarder sur n'importe quelle question. Puis souvent, on creuse. Étude des crédits. Étude des crédits. Donc, c'est quelque chose qui est prévu dans le règlement de l'Assemblée. Okay. Le budget est toujours déposé en mars. Puis au mois d'avril, il y a 2 semaines où il n'y a pas de commission parlementaire, pause de commission parlementaire, pas de projet de loi, rien. Puis pendant 2 semaines, tous les ministres du gouvernement vont passer au grill des oppositions. C'est un exercice fascinant parce que, contrairement à la période des questions qui est hyper normée, le mot que tu peux pas dire, ta question c'est 1 minute, pas une là, c'est free for all ou... Là, tu as un bloc. OK. Mettons, moi, j'ai un bloc de 15 minutes. Monsieur le député, vous avez 15 minutes. Ça inclut les réponses du ministre. Fait qu'il faut que tu... J'espère que ça ne tente pas trop de parler de cette journée-là. Tu as 15 minutes. Fait que tu veux faire une question punch de 30 secondes, t'as fait. Tu veux faire une question fleuve de 5 minutes, t'as fait. Tu veux comme l'interrompre, amener quand il passe une chire. Faut que tu gères un peu. Fait que c'est vraiment un exercice intéressant. Puis c'est en direct. Là, c'est ça, exact. Là, fait que c'est plus intéressant que la période des questions, à mon avis. Fait que ça, c'est un exercice où on peut aller demander aussi des comptes. Puis ce qui est cool de l'étude des crédits, c'est que le ministre n'est pas tout seul. Il y a tous les représentants des agences de l'État. OK. Fait que quand c'est le bloc du travail, avec le ministre du Travail, en arrière de lui, il y a la présidente de la CNSST, il y a la présidente du CCQ, il y a... Fait que, puis je peux poser une question à la présidente de la CCQ. C'est le ministre qui décide si elle laisse répondre ou pas. OK. Le ministre Boulet est un peu frileux. Il n'aime pas bien ça, laisser répondre ses attachés. Prends tout sur son dos. Puis je te donne un exemple. Pendant la grosse négo sur le projet de loi 59 sur la santé et sécurité au travail, le ministre n'arrêtait pas de dire que le régime de la CNSST, il fallait protéger sa pérennité.
comme si elle allait tomber en banqueroute, la CNSST. C'était n'importe quoi. Il y en avait du cash, il y avait des fonds, il y avait des surplus à CNSST. Mais il n'arrêtait pas de dire ça pour justifier les coupures, notamment sur les trucs auditifs puis tout. Moi, j'avais profité de l'étude des crédits qui était en plein milieu de notre bataille, tu sais. Puis j'avais demandé, c'était Manuel Houdard, qui est rendu sénatrice maintenant. Mais j'avais demandé à Manuel Houdard, j'avais dit, Monsieur le ministre, je peux te poser une question à Manuel Houdard? Puis il a dit, ça dépend, c'est quoi? La question, elle va être banale, Monsieur le ministre. Il a dit, OK. Puis Madame Houdard, le ministre fait souvent référence au fait qu'il s'inquiète de la pérennité du régime. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que... Elle avait commencé à répondre, elle était bien excitée. C'est question piège. Puis là, le ministre a dit non, je vais répondre à la place. Puis il dit, c'est pas. Non, regardez les rapports, on les a. Pour te dire qu'en avril, je vais avoir la CCQ devant moi. Parce que, mettons, en temps normal, je peux écrire à CCQ. Je peux appeler à CCQ, moi, le député de Schlager-Maisonneuve. Ils vont me répondre, mais ils vont souvent faire valider la réponse par le cabinet. Oui, c'est correct, là. Mais là, ils sont en direct, là. Il n'y a pas de filtre. Non, c'est ça. Ils se préparent, par contre. Ils ont des cahiers, puis ils savent à peu près. J'ai même su qu'il y a des posent la question, puis ils sont de même, puis ils tournent les pages. Puis... Je parlais de ma petite ligue d'hockey Cosa. Il y a un gars là-dedans qui est un ancien directeur de cabinet qui travaille pour une firme maintenant, pour TACT, une firme de relations publiques. Lui, il me contait que quand l'étude des crédits s'en vient, il y a plein d'agences de l'État, du monde, du privé, qui viennent faire ce qui s'appelle des dry runs. Ça veut dire qu'ils viennent se pratiquer. Ils font une simulation de séances d'échanges comme ça. Fait que là, il y a du staff d'une firme privée là, qui va comme... Agir comme l'opposition. Le gars, il me disait, j'ai joué ton rôle, Alex, cette semaine. On a simulé une étude de crédit, puis moi, je jouais Alexandre Leduc. Ouais. Puis là, il fallait qu'il prépare des questions qu'il pensait que je pourrais poser. Puis là, il filmait. Puis là, la représentante d'une agence qu'il ne m'a pas nommée parce que c'est un gars professionnel. Mais là, elle se pratiquait. Puis là, après ça, il faisait des commentaires. Elle m'a dit, ta réponse là-dessus était so-so. Puis là-dessus. Fait que c'est... La pièce de théâtre, elle est impressionnante. C'est théâtral, tout ça. Moi, j'ai appris ça un jour dans la chambre des joueurs après. Mais en même temps, j'ai appris ça, mais c'était quand même logique parce que ces gens-là, ils viennent à un moment démocratique important, qui est une reddition de comptes sérieuse, puis ils veulent pas avoir l'air de fous. Fait que... Faut qu'ils se préparent. Non, je suis d'accord. Ils n'ont pas fait ça souvent, c'est pas des politiciens professionnels. Fait que là, ils embauchent une firme, puis ils viennent faire une petite pratique, puis ils travaillent leur débit de voix, leur argument, puis des réponses courtes. Ça c'est un art aussi, là, être capable de... Ça se développe. Ouais, c'est ça. De dialoguer, puis de bien poser tes questions, puis tout. Mais fait que, tu sais, au niveau de... Mais, OK, question. Est-ce que, mettons toi, là, si on prend à toi, dans les négociations qui s'en viennent en 2025, est-ce que tu peux avoir ton opinion ou ton poids sur qu'est-ce qui s'en vient? Je te dirais que il y a deux volets. Moi, je peux avoir un intérêt personnel en tant que porte-parole de QS sur le droit du travail de suivre ça. Ouais. Fait que, je peux moi-même démarcher mes contacts dans les centrales puis dans les fédérations syndicales pour dire puis comment ça s'avance. Puis j'ai des amis dans à peu près toutes les centrales. Puis de temps en temps, je fais juste lâcher un petit whack. Puis vous êtes rendus où? Puis qu'est-ce que vous pensez? Fait que, juste pour être informé. Mais après ça, de commencer à aller jusqu'au bout de vouloir comme m'impliquer dans la négo, ça, c'est pas ma job. C'est ça. D'une certaine façon, ça sert à rien non plus? Ou... Pas tant que ça, parce que c'est pas moi qui est à la table. Moi, je peux être là s'il y a des groupes qui pensent que ça serait pertinent qu'on s'implique. Tu sais, je te donnais tantôt l'exemple du projet de loi que j'avais déposé. C'était pendant les négos, tu sais, parce j'avais discuté avec la gang des milieux de la construction, puis ils considéraient que ça pourrait aider à mettre un peu de pression. S'il y a un député d'opposition qui dépose un projet de loi, c'est scab sur la rétro, bien, ça ferait un peu de la pression sur le ministre qui peut-être, lui, ferait le téléphone. Lui, le ministre, lui, il fait des téléphones. Yeah. Parce qu'il n'est pas à table de négo non plus, c'est les patronats de la construction, mais c'est toujours bien le donneur d'ouvrage, puis c'est le ministre du Travail. Lui, il peut faire un téléphone puis dire aux négociateurs partant là, c'est ça. Vous n'allez pas me ramasser une autre grève encore, tu sais. Mais est-ce que pour... C'est indirect, je te dirais. Mon implication peut être indirecte. Mais est-ce que d'une certaine façon, est-ce que le milieu, mettons, l'alliance syndicale devrait peut-être pousser plus au niveau politique pour peut-être justement mettre la pression au niveau du ministre? Ou ça... Tu sais, comme... Puis, on parle parler, là. Ouais. Tu sais, c'est comment, là? Juste comme à parler. Il y a dans le fond, est-ce que c'est ça que ça va prendre pour peut-être avoir peut-être plus de changements, d'amener ça sur la place
plus politique, puis de mettre une pression sur le ministre pour faire comme, hey, regarde, ça n'a comme pas d'allure, qu'est-ce qui se fait présentement. Et puis, projet de loi ou whatever. Est-ce qu'un projet de loi pourrait se bâtir en fonction des négociations qui sont en train de se dérouler? Là? Mettons, Ouais. Ben, tu sais, celui que j'avais pense à- déposé en 19, comme il n'y avait pas eu de réforme depuis des années, il était comme un peu original. Tu sais, il venait poser 2 éléments Ouais. dans le cadre de la négo, puis il mettait un peu de pression. Là, on vient juste d'avoir une réforme il y a à peine 6 mois, même pas. Je pourrais revenir avec un projet de loi tu sais, qui viendrait mais Ça aurait moins de pouvoir. ça serait moins pris au sérieux, même dans l'espace public, dans Ok. le milieu journalistique. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est quelque chose qu'on pourrait évaluer au besoin. Ça pourrait être un truc très chirurgical sur un aspect, puis qu'on décide que je viens Qui est intervenir. pesé sur le bouton ou sur le bobo là, sur quelque chose de bien précis. Exact. Puis, OK. Ça se fait. Puis, tu sais, rédiger un projet de loi, s'il n'est pas trop gros, c'est pas nous qui les faisons personnellement, d'ailleurs. Ah ouais. C'est des juristes. Il y a une équipe au gouvernement, dans chaque ministère, qui écrivent des projets de loi, mais pour les oppositions, OK. une équipe qui travaille pour l'Assemblée nationale, donc c'est des fonctionnaires neutres. Puis nous, quand on est prêt et qu'on a une idée, d'abord, on le présente à notre caucus, on fait adopter le principe du projet de loi par notre caucus. Puis après ça, on écrit à ce service-là. Puis ils nous proposent, on leur dit, on a une petite fiche, là, c'est quoi on a, Ouais, c'est quoi qu'on exact. a en tête. OK. Puis ça leur prend une couple de semaines, puis ils nous déposent OK. un document. Fait que si c'est un article Ah ouais. ou un ou 2 trucs, ça va se faire quasiment un après-midi, tu sais. Anyway, ils doivent être au courant. Là. Oui, Moi, des c'est plus pour professionnels, mon... puis c'est etc. ça, Fait que des fois, le défi, c'est la réactivité. Tu sais. Si ça bloque à la négo sur un truc pointu, Là, tu est-ce peux que peut-être j'ai le mettre- temps de me revirer de bord, de faire approuver en caucus un PL, le faire rédiger par l'Assemblée, Ok, puis le ouais, déposer au c'est Salon ça. Bleu? Avant que ça soit comme conclu, ouais, c'est ça. Ça peut prendre, mettons, si on met la pédale sur le gaz, grosso modo, 3-4 semaines, ce processus-là. Ouf, OK. Des fois, le négo, c'est long. Tu sais. C'est ça. Fait que ça peut valoir la peine de le En faire espérant pareil. que cette année, ça soit plus court qu'à Exact. l'habitude, même si on sait que ça va être un méga gros défi parce que les offres et les demandes sont Ouais. complètement à l'opposé. Fait Mais que, mais je te dirais, pour répondre aussi de manière plus globale à ta question, autant au gouvernement qu'un député d'opposition, on a un peu la même réalité. On a 50 problèmes en même temps. On a 50 affaires sur le feu en même temps. Fait que faut que tu décides. c'est rare qu'on cherche un 51e Non, problème à c'est ça, régler. il va venir s'il vient. Là. Fait que on est beaucoup en mode, on regarde ce qui se passe des fois, puis des fois on a des Réactif. initiatives, mais on est beaucoup en mode, y a-tu du monde qui voudrait qu'on s'implique puis qu'on mette quelque chose en haut de la pile? OK. Souvent, des fois, le monde dit, mais le gouvernement ne s'occupe pas de nos affaires. C'est sûr qu'il y a quelqu'un quelque part qui est au courant de votre problème. Mais il y en a 50. Fait que la stratégie, c'est comment on fait pour s'assurer que votre problème il monte en haut de la pile. Il y a 50 façons de le faire. T'sais. Des lettres ouvertes, des grèves, etc. Mais la vraie game, c'est pas tant. Le gouvernement s'en fout, il pense qu'on n'existe pas. Il le voit, puis les députés d'opposition aussi, ils le voient. Mais c'est ça. 50 affaires en même temps. Comment on fait pour que le tien monte en haut de la pile? C'est un défi. Fait que moi, mettons, si l'Alliance syndicale m'appelle et me dit, hey là, Alex, ça bloque sur un aspect bien pointu, puis on pense que avec Ça- ta crédibilité, puis tu pourrais peut-être nous Peser sur le aider, bobo. soit avec une question au Salon Bleu, soit avec un PL, soit avec une lettre. Tu sais, je suis oui, on va s'asseoir, on va checker ça avec mon recherchiste, on va aller voir les coms, ou si on pense que c'est un PL, on va aller voir le département des leaders parlementaires que je suis. Puis on va monter une stratégie. Là. On fait ça sur tous les dossiers. Sur tous les dossiers. Dans le communautaire, c'est la même chose. Ben, c'est ça. Je posais la question parce que des fois, j'essaie juste de voir l'ensemble de l'œuvre, de comment qu'on pourrait peut-être certaines façons de justement peser sur le bobo, mais de simplifier la game. Là, ce qui s'avère pas nécessairement être simple. Là. Mais pour closer, mettons, plus sur toi, comme où tu t'en vas, c'est quoi tes prochaines étapes, quelles sont tes aspirations futures? Juste peut-être nous parler un peu Très bonne question. où tu t'en vas. Mettons, dans l'immédiat, il y a un petit brassage de dossiers à l'intérieur de Québec solidaire parce qu'on a une nouvelle porte-parole. Le porte-parole, c'est Gabriel est encore là. Porte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois. Là, on vient d'avoir une élection en congrès. C'est Ruba Gazal, députée de Mercier, qui est la nouvelle co-porte-parole femme. On a un homme et une femme. Fait qu'elle, elle avait des gros dossiers comme l'éducation. Fait qu'elle n'a pas pu garder ça là, avec sa nouvelle fonction. Il faut qu'elle distribue un peu les choses. Fait qu'il y aura un petit brassage. Moi, j'ai souhaité conserver le dossier du travail que j'aime beaucoup et que j'affectionne. Je pense que je vais le garder. On verra bien. D'ailleurs, il y a une grosse réforme en droit du travail qui s'en vient. Le ministre du Travail travaille depuis un bout là-dessus parce que là, on est à mi-mandat. On est à moitié de fête. Hein? C'est octobre 22 qu'on a été élu. Okay. On vient de finir octobre 24. Il reste 3 sessions, dans le fond, parce qu'on ne siège pas en octobre 26, c'est les élections. Il reste la session d'hiver puis les 2 prochaines sessions l'année prochaine.
pas tant de temps que ça pour Fait que faire c'est cheminer le projet 25 de loi. qu'on vote ou 26. 26? Octobre 26. Octobre Fait que 26. c'est 1 an et demi, mettons, de travail parlementaire. OK. Puis le ministre, ça fait quand même un bout qui nous parle qu'il va faire une grosse réforme du droit du travail. Pas réécrire le code, mais tu sais, plusieurs petits aspects, aller faire des tours Tweak, de là. roue. Là. Puis il veut toucher à tout, là. Santé, sécurité, normes, code, etc. Fait que c'est un beau dossier pour toi. Ben oui, c'est fascinant. Ouais. Puis moi, j'en ai des visions là-dessus. Tu sais, on en parlait de droit au télétravail depuis longtemps, le droit à la déconnexion aussi, salaire minimum. Tu sais, on en a des idées à Québec Ouais. solidaire. Puis là, on aura un projet de loi qu'on appelle Omnibus. Ça veut juste dire qu'il touche à plusieurs lois en même temps. OK. Moi, je suis prête, tu sais. Je sais pas trop quand est-ce qu'il va le déposer. Au début, il était supposé le déposer cette session. Après, ça va le déposer plus tard. Là, on a un petit projet de loi que je disais tantôt sur les pompiers policiers qu'on va traiter assez rapidement. Un petit projet de loi assez consensuel. Mais ça va être intéressant. Puis je vais vouloir être innovant dans ce projet de loi-là. J'ai des idées, moi, d'avancer. Pas juste corriger des affaires, mais mettre des nouvelles affaires. Je te parlais du droit au télétravail. Ah ouais. On n'a pas de... C'est rendu massif, le télétravail. Ouais, c'est ça. Partout, depuis la pandémie, ça n'a pas disparu, au contraire, tu sais. Mais c'est pas encadré pantoute, là. C'est pas cadré. Non, puis c'est un bonne franquette, puis moi, je trouve que c'est un problème. Fait que ce genre d'affaires-là, moi, j'aimerais ça investir du temps là-dessus. Puis des fois, je taquine Jean Boulet dans des projets de loi où je dis que je pose des questions, comment ça marche, le ministère du Travail. Puis je dis tout le temps, parce que moi, j'ai envie d'occuper votre siège, monsieur le ministre, dans un futur pas trop éloigné, si possible. Ah ouais. Je dis ça à la blague, dans le sens où on verra si mon parti gagne les élections, puis surtout, on verra si je suis ministre dans... Plein Il y a plein d'indécis. Si oui, ministre de quoi, mais c'est sûr, sans fausse modestie, ça m'intéresserait. Ben, c'est un bel objectif, là. Ben oui, c'est Parce que c'est un tout beau poste. Là. univers, puis tu peux comme faire changer concrètement la vie des gens. C'est ça, exact. Moi, j'aimerais ça, par exemple, faciliter l'accès à un syndicat, à la syndicalisation. On a beau être une des sociétés les plus syndiquées en Amérique du Nord. On est loin derrière des pays comme la France, l'Allemagne, la Belgique et compagnie. Moi, je pense que si on veut mieux répartir la richesse au Québec, il faut un instrument qui s'appelle le syndicat. C'est un des seuls qui s'est démontré avec les 150 dernières années est un bon instrument de redistribution qui n'est pas parfait parce que c'est des humains. Puis les humains Il n'y a rien de parfait, peuvent être corrompus, peuvent être tout croche des fois, mais grosso modo, c'est un bel instrument. Moi, j'ai vu des belles personnes faire des belles choses dans le milieu syndical. Puis ce qui est beau, encore une fois, avec le milieu syndical, je le disais tantôt, c'est qu'on est condamné de s'entendre. La convention collective, elle a une fin, puis il faut que tu la signes. C'est ça, pas le choix. Tu n'es peut-être pas tout à fait content de ce que tu vas signer, tu n'as peut-être pas tout à fait gagné ta Il bataille. faut que tu la respectes. Mais il faut que tu la signes, tu es obligé de me donner. Il y a une fin à ce conflit-là, exact. contrairement à des conflits des fois plus émotifs ou identitaires. Ouais. Ça finit jamais. T'sais. Là, il y a une fin, puis après ça, il y en aura une autre bataille. Fait que ce modèle-là de vie politique, je l'apprécie bien. Puis quand on a fondé Québec solidaire, il n'y avait pas beaucoup de syndicalistes à ce moment-là. Il était plus au PQ. À l'époque, là, je te montre des années 2000. Ouais. Puis moi, j'étais un des premiers dans le milieu syndical à pousser pour dire je pense que c'est à QS qu'il faut aller. Puis je pense que c'est eux qui vont aider le mouvement syndical à aller plus loin. Puis de plus en plus, je le vois. Puis j'ai des amis du milieu syndical qui me le disent. Puis là, c'est le fun parce que je suis rendu à 40 ans. Fait que les gens avec qui j'ai milité à l'FTQ à fin vingtaine, ben eux autres aussi, ils prennent la place dans l'appareil syndical. Fait que tabarnouche, là, je commence à connaître du monde qui mène des syndicats, président des métallos, président FTQ. C'est spécial, tu sais, parce qu'on était des petits culs de 25 ans dans le comité des jeunes. Tout le monde s'est bien placé. On refaisait le monde au camp de formation. Puis là, tabarnouche, on le gère, le monde, là, en partie, tu sais. Fait que moi, ce bout-là, je le trouve intéressant parce que cette génération-là qui voulait faire les choses différemment puis qui voyait dans Québec solidaire un véhicule politique différent de celui qu'on avait connu dans le milieu syndical historiquement, qui était le PQ. Je la vois s'installer à différents postes dans le milieu syndical, toutes centrales confondues. Puis moi, ça me stimule. Je trouve ça le fun. Je trouve qu'on pourrait faire des belles choses dans le futur. Puis tu sais, je suis pas naïf dans le sens où je m'attends pas à un appui des centrales politiques. Il y a eu des époques où la FTQ appuyait le PQ aux élections, puis c'était comme ça. Ouais. Puis moi, je n'haïrais pas ça. Non, c'est ça. Mais je le souhaite pas. Là. Je fais pas des démarches pour qu'on ait des appuis officiels des centrales. Je le sais qu'une centrale, en plus, ça représente tout le monde. La formule REN, tout le monde cotise. Peu importe pour qui il a voté, il y a des conservateurs là-dedans, puis c'est bien normal, puis c'est bien correct. Fait que je sais qu'on n'est pas dans une logique où est-ce qu'on va se faire appuyer par les centrales. C'est pas grave. Moi, je le sais, mettons que dans mes campagnes électorales, ben, j'ai des anciens chums qui viennent poser mes pancartes parce qu'on se voit encore dans des soirées, dans des rassemblements, dans des manifs. Puis ils sont contents. Puis quand je fais un bon projet de loi, puis quand je fais une bonne job comme sur le projet de loi 51, ben, j'ai des petits courriels, puis des petits appels d'amis de différents syndicats qui ont dit on t'a écouté, puis Ben, ça prend ça. on était fiers de toi. Puis il y avait un syndicaliste en place qui défendait les travailleurs face à un ministre qui vient du milieu patronal, qui n'est pas à la solde du patronat comme je ne suis pas à la solde du syndicat, mais
ça faisait qu'il y avait un contrepoids quand même dans les Important. grandes idéologies, exactement. Ouais. Fait que moi, c'est un peu ça que j'ai fait depuis 6 ans, que je continue à faire, puis que j'ai envie de continuer à faire. Tu sais, je l'ai déjà dit sur d'autres tribunes, mais je vais me représenter en 2026. J'aime ma job dans Hochelaga, j'ai une belle gang, on fait des belles choses dans mon quartier. Des grosses batailles en continu dans mon quartier. Fait que moi, j'ai envie de faire au moins un autre mandat. Au moins un. Il faut d'abord que je sois choisi par les membres de Québec solidaire dans ouais. une investiture, puis après ça, il faut que je sois réélu par les gens d'Hochelaga Maisonneuve. Mais ça se passe, je pense, assez bien dans le quartier. J'ai des bons échos. Je suis quand même très présent sur le terrain. À l'Assemblée nationale, mon rôle de leader gouvernemental, mon leader parlementaire, de la deuxième opposition me fait positionner sur plus de sujets maintenant. Parce qu'avant, dans le premier mandat, j'avais mes sujets à moi, puis je me concentrais sur mes sujets. Là, comme leader parlementaire, il faut que je puisse répondre à peu près tout. J'aime ça dire que je suis comme le bouche-trou de qualité. Là. Parce que s'il y a un député qui ne peut pas aller à sa commission parlementaire, c'est toi qui vas? C'est souvent moi qui vais y aller. Okay. Fait que faut que je sois un petit peu au courant d'un peu tout. Par exemple, l'autre jour, il y avait un projet de loi sur l'agence Infra-Québec qui veut créer pour le transport. Là. Le ministre du Transport, Guilbeault, elle a comme sous-traité ça à une agence. Là, il y avait un volet sur le régime du travail, parce que là, il commençait à vouloir décréter d'avance les accréditations. Complètement délirant, là. C'est supposé être le tribunal du travail qui fait ça. Si tu veux te syndiquer, tu signes des cartes, tu déposes des cartes, puis là, tu réclames de couvrir tel travailleur. C'est comme ça que ça marche, puis c'est le tribunal qui tranche en cas de désaccord. Puis là, dans la loi, elle voulait d'abord déterminer d'avance c'était quoi les catégories, dans le fond, en faisant fi du pouvoir du tribunal du travail, dont c'est la fonction. Qui a bypassé un peu. Complètement. Puis là, mon collègue que j'aime beaucoup, Étienne Grandmont, qui était notre expert maison en transport, il travaillait dans ce milieu-là avant, il connaît pas bien ça, le milieu syndical, puis l'accréditation, puis machin. Puis il m'a dit, Alex, viendrais-tu mercredi après-midi? Il y a les 3-4 articles, moi, je connais que dalle. Fait que toi, tu connais ça? Je dis, certainement. Allons-y. Je suis allé passer une petite heure et demie à aller taquiner la ministre Guilbeault pour la remettre devant ses contradictions. Puis la ministre Guilbeault, elle ne connaissait pas pantoute le droit du travail non plus. Fait que c'est moi qui m'ai un peu amusé. Elle a fini par refuser tous mes amendements, sans grande surprise. Mais tu vois, ce genre de... Moi, je me suis senti utile cette journée-là. Pas tant parce que j'ai changé la vie de centaines de Québécois, mais il y avait un problème. Puis le syndicat dans le milieu du transport avait identifié que ça ne marchait pas, cette affaire-là. Puis je suis allé, puis j'ai défendu ça pendant 1 heure et demie. Puis là, me donner, il y a des traces là, dans les PV de procès-verbaux. Puis si jamais c'est contesté devant la cour, ils pourront potentiellement utiliser les arguments qui ont été... Fait que t'as fait qu'est-ce que tu as été élu? Je trouve. D'une certaine façon. Je trouve. Moi, mon expertise, c'est ça. À l'Assemblée, puis je suis allé l'exercer un après-midi sur ce projet de loi-là. Mais là, il y a les vrais projets de loi, comme je te disais, qui s'en viennent. C'est un peu là-dessus que je me dirige. Sinon, de manière plus macro, à Québec solidaire, on est en grande réflexion sur notre connexion avec les régions, notre connexion aussi avec les personnes plus âgées. On est beaucoup soutenu par des jeunes. Par les jeunes. On a des appuis dans toutes les classes d'âge, on s'entend, les catégories d'âge, mais beaucoup de misère avec les personnes aînées. On a fait un gros gain l'année passée qui était la protection pour les locataires aînés. Ça avait passé un petit peu dans les médias, puis on essaie d'aller un peu casser cette image-là de pelleteux de nuages radicaux qu'on traîne là, depuis des années pour se faire considérer comme une alternative sérieuse de gouvernement. Là, on vient de faire un gros congrès pour simplifier nos statuts qui étaient très complexes. L'année prochaine, on va se concentrer à, comment je te dirais ça, simplifier notre programme, qui était ça, c'est la vision à long terme. Ça nous avait fait que le plan, là, pour que les gens comprennent plus où vous voulez là, aller. Après ça, on va avoir un congrès pour la plateforme électorale, qu'on va vouloir un peu plus concise aussi, parce que quand on est à gauche, on a bien des idées, puis on veut faire bien des réformes, puis on veut toutes les faire en même temps. C'est pas possible. Puis c'est ça qu'on a eu comme discussion à l'interne, parce que comme député, maintenant, je m'en suis rendu compte assez vite. Je te disais tantôt, j'ai 50 problèmes en même temps. Je peux pas toutes les traiter. Quand je suis arrivé en politique, je vais arrêter là-dessus à me donner, je vais clore pour atterrir, comme tu me l'as demandé il n'y a pas longtemps. Quand je suis arrivé comme député, Gabriel Nadeau-Dubois venait juste d'être élu, lui. Il avait été élu dans une partielle en 2017, puis moi, j'ai été élu en 2018. Puis je le connaissais d'avant, on s'était connus dans le mouvement étudiant. Tu le connaissais déjà? On était copains déjà un peu. Puis il m'avait dit, j'avais dit, puis comment tu trouves ça, être député depuis 1 an et demi? Il m'a dit, tu vas voir, Alex, être député, c'est faire tous les jours plusieurs petits deuils. Parce que tu n'es pas capable de faire ce que tu voudrais faire? Parce qu'il y a 50 problèmes que tu devrais régler aujourd'hui. Mais tu peux juste en régler 2, genre. Puis les 48 autres, ça va te faire mal au cœur d'être retourné te coucher chez vous.
parce que tu n'auras pas eu le temps. Puis, Ouais, c'est ça. puis fais surtout attention de ne pas passer toute ta soirée et ta fin de semaine à vouloir, parce que tu vas te brûler, tu vas te Ça te scraper, brûler. tu vas brûler ton équipe, tu vas. Je veux dire, Hey, j'arrête pas de le dire, là, le milieu politique, c'est un art, là, puis je respecte tous les gens qui sont là, même si sur certains sujets, je m'entends peut-être pas nécessairement avec eux. Je sais que c'est un art, puis je sais que c'est super comme demandant. Fait que, mais tu sais, comme pour clore, moi, je veux dire encore un gros merci Ça fait d'avoir plaisir. participé. Puis je te souhaite à toi et à votre parti que du succès. Puis si jamais on a des problèmes au niveau des négociations de la construction, je vais peut-être t'écrire ou Certainement. peut-être donner ton numéro à du monde. Fait que, encore une fois, Merci merci. beaucoup. Puis à la prochaine. On se tient au courant. Merci tout le monde. Merci. À la prochaine. Au revoir. Bye bye.